2005, c'est l'année de sortie du premier livre de Twilight, ce qui veut dire que oui, ce bouquin a 20 ans. Sauf que moi, même si j'ai 30 piges, eh bien je n'avais jamais lu ces bouquins. Pourtant, ils font partie pour ma génération de vraiment le folklore, de la culture, parce que c'est vrai que tout le monde a lu ces bouquins quasiment. Ils faisaient partie des livres les plus vendus pendant la période 2010, et passer à côté, c'était quand même passer à côté d'un grand pan de la culture européenne et américaine. Et donc je me suis dit, allez, cette année, on remédie à tout ça. En 2024, on lit Twilight pour la première fois, et sachez que je me suis enquillé les 4 bouquins. Ah, je les ai déglingués, j'ai trop kiffé, j'ai passé une semaine à lire ça. Mais le problème, c'est quand on est en 2024 et qu'on tombe soudainement amoureuse de Edward, de Jacob, de Bella, et qu'on a envie d'en discuter avec des gens, il n'y a plus personne. Alors oui, aux États-Unis, sur YouTube, sur TikTok, il y a pas mal de gens qui relisent ces livres, mais en France, j'ai vu personne en parler. Donc je me suis dit, vous savez quoi? Si mes amis ne lisent pas Twilight, je suis sûre qu'il y a certains et certaines d'entre vous qui ont une passion pour ces livres, pour ces films, et tous ensemble, on va pouvoir se replonger dedans. Parce que oui, bonjour et bienvenue, c'est Lapin, et aujourd'hui, on va faire une replongée totale dans les années 2010, année où soi-disant Robert Pattinson sentait le chacal, et pourtant son odeur apparemment n'a absolument pas fait fuir Donald Trump, qui est tombé absolument croque-love de Robert Pattinson. Il a tweeté à de nombreuses reprises sur le couple Kristen Stewart et Robert Pattinson, parce qu'à l'époque des films Twilight, ils sortaient ensemble. Sauf que pendant leur relation, apparemment, Kristen Stewart, elle aurait trompé Robert. Et ça, monsieur Donald Trump ne l'a pas supporté. Comment pouvait-on toucher à son bias? Et du coup, je suis désolée de vous l'annoncer, mais si jamais vous étiez Team Edward, sachez que vous avez un gros point commun avec Donald Trump. C'est que vous aussi, vous vouliez pécho un vampire à paillettes. You're beautiful. Et bien sûr, si on parle de la team Edward, il y avait forcément à l'opposé la team Jacob. Et il faut savoir que dans les cours de récré, c'était un grand débat. Est-ce qu'on était team Jacob, team Edward, avec qui Bella devait finir? Et bien sachez que dans cette vidéo, on va répondre à cette question. Donc oui, on va revenir point par point sur tous les livres, on va revenir sur toutes les actions qu'ils ont faites, et on va lister pour le personnage de Edward et pour le personnage de Jacob, quelles sont les actions qu'ils ont faites qui sont bien, et celles qui ne sont pas bien. Donc à savoir les green flags et les red flags de chaque personnage. Et on va compter les points à la manière d'un match de foot pour savoir qui est le vainqueur entre Team Edward, Team Jacob, quel est le personnage le moins toxique avec qui Bella sort ou aurait dû sortir. Et si vous trouvez cette idée de concept merveilleux, sachez que c'est possible sur cette chaîne YouTube de réaliser ce genre de choses parce que il y a plein de gens qui me soutiennent sur Patreon. Et oui, aussi fou que ça puisse paraître, il y a plein de gens qui me soutiennent et je vous remercie vraiment parce que grâce à vous, cette chaîne peut ressembler enfin à un endroit que j'adore, sur lequel je peux faire des vidéos spontanées ou alors des vidéos très travaillées. Et sachez que si vous voulez faire partie de cette liste de personnages très gentils et adorables, vous pouvez rejoindre mon Patreon et mon Ko-fi. Merci encore à vous, ça fait très chaud au cœur. Et maintenant, on va pouvoir retourner au vif du sujet. Mais attention quand même, petit disclaimer. Si jamais vous avez jamais lu les livres de Twilight, merci de quitter cette vidéo, d'aller les lire, puis de revenir évidemment. Et si jamais vous avez déjà lu les livres, déjà vu les films et que vous êtes des Twilight aficionados, écoutez, asseyez-vous. On va maintenant revenir point par point sur tous les bouquins, sur les actions de tous les personnages, pour répondre scientifiquement à la question de savoir si, en 2024, on est team Jacob ou team Edward. Why would you want to hear them talk about this nonsense? Because I'm a scientist, and as a scientist, I look for answers. Le premier livre de la saga s'intitule Twilight, et c'est lui qui va poser les bases de tout l'univers. Déjà, fait important à noter, l'histoire est écrite majoritairement du point de vue de Bella, c'est-à-dire qu'on va utiliser la première personne du singulier, le je, pour nous permettre de rentrer dans la tête de cette adolescente de 17 ans. Et du coup, qu'est-ce qui lui arrive à cette adolescente? Eh bien, il faut savoir que dès le début de l'histoire, on va découvrir qu'elle a déménagé de chez sa mère pour aller chez son père. Et celui-ci habite dans un petit bled, perdu au milieu de la forêt, ça la change pas mal de la Californie où vivait sa daronne. Alors évidemment, elle est triste de quitter son quotidien, mais il va y avoir plein de nouveautés dans sa vie, puisque qui dit déménagement dit nouvel établissement. Et Bella, elle va se retrouver forcément à aller dans un nouveau lycée. Et c'est là qu'elle va rencontrer, bien évidemment, notre cher Edward. Edward Cullen. Sauf que boum, retournement de situation, Bella, elle a failli se faire écraser par une voiture, et du coup, Edward, il lui sauve la vie parce qu'il est en mode « Non, Bella, je ne peux pas te laisser mourir !» Donc, il utilise ses super pouvoirs de vampire, il court à la vitesse de la lumière à côté d'elle, et bam, il arrête la voiture.
Alors même si c'est une adolescente de 17 ans et que son cerveau n'est pas totalement formé, Bella elle va quand même se dire que oh là là c'était pas très normal ce qui s'est passé, et du coup elle va faire chier Edward pour connaître son secret jusqu'à découvrir que oh mon dieu c'était un vampire. Et dans le monde de Twilight, être un vampire ça veut dire avoir des super pouvoirs, courir hyper vite, avoir une force surhumaine et être immortel, parce que oui, si Bella a 17 ans, Edward il en a 17 depuis plus d'une centaine d'années, mais en plus de ça il peut lire dans les pensées, c'est une boule à facettes, mais aussi un serial killer et un stalker. I wanted to kill you. Donc évidemment, Edward est full red flag dans ce tome 1, et quand on voit tout ça, toutes ces lumières rouges qui s'activent, on aurait dû se dire, étant Bella, bon bah là maintenant il est temps de se casser quoi. Sauf que, on le rappelle, Bella est une adolescente de 17 piges, et donc qu'est-ce que tous ces red flags face à, évidemment, c'est un vampire BG qui est riche. J'ai envie de vous dire, pas grand chose. Donc évidemment, ils se mettent ensemble, ils se roulent dans l'herbe, ils se roulent des pelles, et elle, Bella de son côté, elle va rencontrer la famille de son mec. Et malgré leur corps glacé, ils l'accueille chaleureusement. Et c'est là donc qu'on a le droit à la fameuse scène du baseball, qui est complètement oubliable dans les livres, mais qui par contre dans les films, ouah, c'est incroyable, les effets spéciaux sont magnifiques, vraiment, j'adore, c'est un délire. Sauf que sur ce terrain à la colorimétrie éclatée, il y a un problème qui arrive, c'est 3 vampires qui viennent parce qu'ils ont été attirés par le bruit des balles, mais aussi par l'odeur de Bella. Et un des mecs de ce trio se met en tête de la rattraper et de la bouffer. Alors je vous évite le pourquoi du comment, mais il arrive à attirer Bella en dehors de sa troupe de vampires. Du coup, bah elle se retrouve face à ce vampire méchant qui la mord. Mais bon, on s'en doute, elle va pas mourir maintenant vu qu'il y a 4 bouquins. Donc là, t'as Edward et toute sa famille qui arrivent. Il défonce le vampire qui a osé mordre dans Bella. Et Edward, il va mordre Bella aussi. Mais il va lui sucer son sang et il va lui retirer le venin de vampire qu'elle a dans son corps, tout en s'empêchant évidemment de la vider de son sang. Oh là là, c'était génial, il a fait la technique de l'aspi-venin, là j'ai adoré. Et franchement, il réussit sa mission avec brio, donc Bella n'est pas morte. Le vampire méchant est mort, lui par contre. Et du coup, le couple, comme les fans, sont heureux parce que rien ne pourra jamais séparer leur amour. Ça, c'est la conclusion du tome 1, mais évidemment, il y a le tome 2. Et le tome 2, ah bah il y a quelqu'un qui vient foutre la merde et bah vous vous doutez de qui c'est quoi. I know what he did to you. Bella, I would never, ever do that. Le tome 2, New Moon, va nous replonger dans Bella et Edward qui sont fous amoureux. Ils se prennent en photo, ils s'offrent des cadeaux. Il y a Edward qui compose une musique pour Bella, parce que oui, Edward est musicien, il joue du piano, et du coup, il va lui enregistrer un CD, comme ça elle pourra l'écouter tous les soirs pour s'endormir. La chanson que Edward lui a composée. Bref, c'est l'amour fou, les deux roucouls, ils sont trop contents. Et en plus de ça, il va se passer un événement où ils vont pouvoir s'offrir encore plus de cadeaux, parce que c'est l'anniversaire de Bella. Et toute sa famille adoptive de vampires, là, ils sont en mode putain, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas fait un anniversaire d'humain parce que nous on vieillit plus. Là, on va faire une giga party. Sauf que là, on va découvrir une facette de la personnalité de Bella qu'on ne connaissait pas encore. Elle a extrêmement peur de vieillir. Genre, c'est un truc de fou et du coup, son anniversaire, elle en fait vraiment tout un pataquès. Elle est en mode non, me le fêtez pas, j'ai pas envie de vieillir, c'est horrible, je suis la seule à vieillir. Oh, your birth is definitely something to celebrate. My aging's not. You're aging. I think 18 is a little young to start worrying about that. Surprenamment, elle va quand même réussir à mettre un petit peu d'eau dans son vin et elle va dire à sa famille de vampires « Ok, c'est bon, vas-y, on fête mon anniversaire. Par contre, vous me faites pas de cadeaux. » Et évidemment, bah, il l'écoute pas et il lui offre des cadeaux et pour le coup, ils auraient mieux fait de s'abstenir. Bella, qui est décrite à maintes reprises comme une personne maladroite, va en fait ouvrir ses cadeaux et se couper avec le papier. Tous les vampires quittent la pièce parce que, oh mon dieu, ils vont jamais réussir à ne pas manger Bella. Et elle se retrouve un petit peu comme une con au milieu de tout ça en se disant « Putain, je me suis juste coupé le doigt, alors imagine si je vais dans ma famille de vampires quand j'ai mes règles. » D'ailleurs, en parlant des règles, c'est un sujet qui est complètement tabou dans Twilight, c'est pas du tout abordé. Résultat, bah on sait pas si quand elle a ses règles, ça fait que tous les vampires deviennent complètement fous, ou s'ils sont chill parce qu'ils sont en mode « Ah non, c'est dégueulasse, moi je vais pas aller sucer ça, je sais pas. » Bella, étonnamment, dans cette scène, elle reste archi calme et c'est Edward qui va un petit peu paniquer. Et il va lui dire qu'il ne peut pas continuer à prétendre être humain parce que clairement c'est pas le cas. Il lui dit qu'il est désolé et il lui remet la faute sur elle en lui disant « Bella, tu n'es pas bien pour moi. » You just don't belong in my world, Bella.
Et à partir du moment où il prononce cette phrase, on commence à comprendre là où on en est, c'est que Edward va rompre avec Bella suite à cet incident. You're just not good for me. Edward quitte Bella dans une forêt, genre vraiment n'importe quoi, le gars est fou, genre il l'emmène dans la forêt, il est en mode bon bah on va se séparer à partir de ce moment-là, salut, bisous, bye. Spoiler pour les gens qui essayent de faire une rupture avec quelqu'un, ne faites pas ça dans une putain de forêt, parce que après Bella elle est complètement sous le choc, elle est perdue, et du coup elle se met à errer dans la forêt n'importe où, évidemment elle se perd, et finalement c'est un certain Sam qui va la retrouver. Il va la ramener chez elle, et là en se réveillant, elle va découvrir que tous les souvenirs qu'elle a de Edward ont disparu. Il y a plus leurs photos ensemble, il y a plus le CD qu'il lui a fait avec la musique qu'il a composée pour elle. Bref, il a effacé toute trace de lui pour que Bella, soi-disant, l'oublie. Et vous vous en doutez, c'est un plan de merde. Bella ne va absolument pas oublier Edward. Enfin, c'est pas possible, elle a passé 1 an avec lui, comment est-ce qu'il veut que ça sorte de sa tête? En plus, elle est ado, enfin bref, n'importe quoi. Et forcément, bah après ça, Bella, elle va rentrer dans une dépression, elle va pas sortir de sa chambre, ça va être archi compliqué, et c'est représenté par cette scène iconique de la caméra qui tourne autour de Bella. Et je tiens aussi à préciser quand même que dans la version du livre, c'est vraiment génialement mis en scène. Franchement, je me suis dit, ça c'est un point trop intéressant de Twilight, et là il y a de la créativité, franchement, ça c'était un bon point pour Twilight, j'ai beaucoup aimé ce moment. En plus de ça, bah, dans les films, ça nous donne l'image que Bella, elle est vraiment restée enfermée dans sa chambre à rien faire, à attendre que le temps passe, alors que dans les livres, je trouve ça beaucoup plus intéressant, parce que Bella, en fait, on nous explique qu'elle est bel et bien sortie de sa chambre tous les jours, elle a été à l'école, elle a fait ses devoirs, elle a eu des giga bonnes notes, elle faisait à manger pour Charlie, et vraiment c'était un enfant modèle, sauf qu'en fait il y avait aucune vie en elle, elle faisait juste prétendre et faire la même chose tous les jours comme un robot pour oublier sa peine, sauf qu'au bout de 3-4 mois, et ben Charlie il en a ras le cul de voir sa fille comme ça, il s'inquiète beaucoup et il va lui dire bon là c'est pas le moment, je vais te secouer un peu, il faut que tu sortes parce que là c'est plus possible. Et c'est ainsi que va apparaître un personnage qu'on n'avait absolument pas vu pour l'instant quasiment, qui est le personnage de Jacob. Jacob, c'est quelqu'un qui est considéré dans les livres et dans les films comme le meilleur ami de Bella. Alors je vous avoue que avant le tome 2, on n'a jamais entendu parler de Jacob et tout d'un coup, il devient son meilleur ami. Mais en même temps, on la comprend aussi parce que en fait, Bella, elle va trouver du réconfort dans Jacob et elle va aller le voir quasiment tous les jours. La première fois qu'elle va le voir, c'est parce qu'elle s'est rendue compte que lorsqu'elle fait des conneries et qu'elle se met en danger, elle a l'impression d'entendre la voix d'Edward dans sa tête et de le voir apparaître devant elle. Turn around. Et du coup, elle se dit, vas-y, je vais faire encore plus de trucs dangereux, comme ça je pourrais me rapprocher d'Edward qui vit dans ma tête, parce que de toute façon, il veut plus apparaître devant moi, donc autant me baigner dans ses souvenirs. Et son idée d'adolescente débile, c'est d'aller acheter des motos à réparer, et elle va demander à Jacob de les réparer, parce que Jacob, il sait réparer apparemment des voitures et tout, enfin, il a un garage avec plein d'outils, donc elle se retrouve à aller tous les jours voir Jacob pour travailler sur leur moto, mais aussi parce que ça lui fait grave du bien. Where the hell have you been, Luca? Et du coup, avec cette amitié slash quand même flirt, Bella, elle va commencer à aller beaucoup mieux. Sauf que retournement de situation, du jour au lendemain, Jacob ne lui adresse quasiment plus la parole. Bella est dévastée parce que ça fait quand même une deuxième rupture en l'espace de si peu de temps, mais elle s'accroche et elle se dit bon bah Jacob est présent, donc je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il veut plus me voir et tout, qu'est-ce que c'est que ce bordel. Donc elle va l'appeler, elle va aller le voir et c'est là qu'elle va découvrir que Jacob est en réalité un loup-garou. Et franchement, bah, il est quand même prévenant parce qu'il a pas voulu aller voir Bella de peur de lui faire mal parce que oui, tout d'un coup, il se retrouve à se transformer en un loup de 3 mètres de haut avec des muscles hyper puissants qui peut, bah, forcément terrasser Bella parce que, on rappelle, Bella est une petite humaine sans défense. À partir de ce moment-là, Bella et Jacob, ça va flirter encore plus. Et je sais pas si c'est le fait de voir ses abdos, mais Bella, de plus en plus, elle se sent hyper à l'aise aux côtés de Jacob, elle arrête pas de dire que c'est son meilleur ami, qu'elle se sent hyper bien, et que surtout, elle a l'impression de revivre. Sauf que Bella, bah, quand même, elle peut pas oublier Edward, et comme je vous disais, dès qu'elle fait des trucs un petit peu stupides, il y a Edward et son image qui revient dans sa tête, et là, au bout d'un moment, elle se dit, ok, j'ai vu le groupe de Jacob, qui sont tous des loups-garous, sauter d'une falaise, et tomber dans la mer, et ben moi aussi je peux faire la même chose, parce que ça a pas l'air dangereux,
dangereux, parce que du coup je sais que je vais pas mourir si je tombe dans la flotte de cette hauteur, mais par contre je sais que ça va me faire hyper peur et que probablement je vais voir Edward en tombant. Donc ni une ni deux, elle prend son élan et elle s'envole. Et finalement c'est Jacob qui vient la sauver parce qu'il est en mode « Qu'est-ce que tu fous bro dans l'eau là? C'est n'importe quoi !» Et en fait en même temps que Bella saute de cette falaise, il y a plein de choses qui se passent en parallèle. Déjà, le père de Bella, Charlie, il vient de perdre son meilleur ami, et le jour où sa fille décide de sauter, en fait c'est le jour de son enterrement. Donc lui, il est pas à la maison, et quand Jacob ramène Bella, ils sont que tous les deux. Enfin, ils devraient être tous les deux parce que finalement ils sont rejoints par Alice, une des sœurs de Edward. Alice! Contrairement à son frère Edward qui lui peut lire dans les pensées, Alice, elle peut voir dans le futur. Elle était justement en train de regarder ce que faisait Bella, et là d'un coup c'est plus de son, plus de lumière, elle a vu Bella sauter, et puis après il y a plus d'images, donc elle se dit putain c'est quoi ce bordel, oh mon dieu, Bella va mourir, oh là là. Would you like to explain to me how you're alive? Forcément, elle l'a dit à Edward, elle a dit regarde ce qui s'est passé, Bella elle a sauté et tout, mais peut-être elle est pas morte, il faut que j'aille vérifier. Donc Alice, ni une ni deux, elle est rentrée dans la ville de Bella pour vérifier qu'elle allait bien, et elle constate que effectivement cette grosse bouffonne est toujours vivante, sauf que retournement de situation, il y a le téléphone qui sonne, Jacob décroche. Swan Resonance. C'est Edward à l'autre bout du fil, et Edward lui demande où est-ce qu'il est Charlie parce que j'aimerais lui parler. He's not here right now. He's arranging a funeral. Donc là, gros quiproquo, il y a Edward qui pense que Charlie est à l'enterrement de Bella. Bella, it's Edward. He thinks you're dead. Rosalie told him why I came here. He wants to die too. Toujours est-il que Edward décide d'aller, non pas se jeter d'une falaise, parce que ça tue pas un vampire, mais il décide d'aller voir les Volturi. En gros, les Volturi, c'est un groupe de vampires qui sont en Italie et qui font un peu office de genre les rois des vampires. C'est eux qui fixent les règles, c'est eux qui règlent les problèmes. Et Edward, lui, il va les voir parce qu'il sait très bien que si jamais il enfreint les règles, les Volturi vont le tuer. Et du coup, son objectif, c'est de se mettre à la lumière du soleil devant tout le monde pour qu'il irradie la foule avec son pouvoir de boule à facettes. Sa peau brillante de partout montrera au monde qu'il n'est pas un humain normal, qu'il est un monstre, certes pailleté, mais un monstre quand même. Il enfreindra alors la règle des Volturi, qui veulent que les vampires cachent leur identité aux humains, et ainsi ils le tueront pour avoir rompu ce secret. Et encore retournement de situation, il y a Alice qui, comme elle peut voir dans le futur, elle voit ce que Edward prévoit de faire, et elle dit à Bella, vas-y, on saute dans un avion, on saute dans une voiture, et on va en Italie. Elle se retrouve donc à chercher Edward au travers de la foule, et Bella finit par le voir et l'arrête au dernier moment en l'empêchant de sortir de l'ombre. Il s'ensuit une scène où Edward est en mode « Oh là là, je dois rêver, je suis au paradis, tu es présente, Bella, incroyable ». Et après Bella, elle est en mode « Mais non, Edward, tu ne rêves pas, voyons, je suis bel et bien là, regarde, je suis vivante, c'est trop bien, on peut être de nouveau ensemble ». Sauf que Edward, au lieu de se réjouir, qu'est-ce qu'il fait? Il engueule Bella. Voilà, genre vraiment, il l'engueule et il est en mode « En fait, ce que je t'avais dit sur le fait que t'étais pas bonne pour moi et que je voulais te quitter, en fait, c'était un mensonge. Comment t'as pu croire ça ?» Because it doesn't make sense for you to love me. Donc Edward est actuellement énervé parce que Bella a cru ce qu'il lui disait, à savoir qu'il voulait vraiment se séparer d'elle et l'oublier pour toujours. Il lui a même dit qu'il l'a quittée pour pas lui faire de mal, enfin bref. C'est bien la preuve qu'il avait rien compris et que je pense qu'il est un vampire depuis bien trop longtemps pour comprendre ce que c'est que des sentiments. Bella non plus d'ailleurs, elle comprend pas grand chose, la pauvre bichette, mais tout ce qu'elle se dit évidemment c'est que oh là là, Edward est vivant donc on va pouvoir repartir comme avant, ça y est les bisous, tout le tralala, c'est bon, on est de nouveau ensemble. Sauf qu'à ce moment-là, quand même, ils réalisent qu'ils sont en Italie, que Edward est torse nu et qu'il est temps d'avoir une conversation dans un endroit un peu plus privé. Sauf que les Volturi vont les en empêcher et ils sont conviés à une petite réunion de vampires. Évidemment, comme c'est l'héroïne de l'histoire, Bella va intriguer les Volturi et ils vont se dire « Bon, meuf, ok, t'es au courant du secret des vampires, ce qui veut dire que tu dois devenir une vampire. » Et Bella, pour le coup, elle perd pas le nord parce que, depuis le début de l'histoire quand même, elle a failli mourir de nombreuses fois. Donc là, elle se dit « Oui, vas-y, je promets d'être une vampire parce que ça a l'air quand même trop stylé, j'ai envie de casser des gueules et j'en ai marre d'être une mortelle. » Puis en plus de ça, ça lui permettra d'avoir ses deux rêves accomplis qui est de devenir immortelle et donc de ne plus vieillir parce que, oh mon dieu, vieillir c'est mal. Et de deux, pouvoir rester avec Edward ad vitam aeternam.
Et c'est là aussi, à la fin de New Moon, qu'on se rend compte que on a passé l'intégralité du volume avec Bella, qui devient hyper amie avec Jacob, un mec ultra solaire, qui lui fait bien du rentre-dedans, qui lui montre bien qu'il est intéressé, qui lui montre bien qu'il va la protéger. Et en plus de ça, c'est quand même un mec avec lequel elle se sent trop bien, genre elle arrête pas de le dire, que elle est trop bien avec Jacob, qu'il lui met du baume au cœur, que c'est cool. Et alors que de l'autre côté, on a Edward qui a fait semblant de la quitter, et puis qui la traite comme une merde. Et elle se décide de retourner avec Edward. Moi, franchement, j'étais dégoûtée, je vous le dis, moi, fin du tome 2, j'étais team Jacob, j'étais à fond, j'étais en mode, moi, je veux Jacob. Je veux dire, c'est un mec qui a l'air trop bien, il la soutient depuis le début, il est trop gentil, il l'a aidé pour plein de choses, il l'a jamais prise pour une débile. Et en plus de ça, Bella, dans le bouquin, elle arrête pas de dire que genre, il est trop sympa, mais surtout qu'elle rigole beaucoup avec lui, chose qu'elle fait jamais avec Edward. Donc voilà, moi j'étais au bout de ma vie, j'étais en mode, attendez, comment ça, elle est pas avec Jacob, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Et avant même que je reprenne mes esprits et que Jacob tente quoi que ce soit avec Bella, il y a Edward qui fait le move le plus imprévisible et le film s'arrête dessus. Marry me, Bella. Et j'étais trop hypée pour lire le 3e volume, donc je l'ai pris direct et j'ai enchaîné. Eclipse ou Hésitation en français est le tome 3 de Twilight. On y retrouve nos 2 tourtereaux dans leur champ de fleurs préféré. Et ça s'y roule des pelles entre 2 demandes en mariage. Et oui, Edward ne lâche pas l'affaire, il veut vraiment épouser Bella. Marry me. Car il ne veut pas qu'elle devienne une vampire sans être mariée. Un bon moment pour se rappeler que notre cher vampire à l'aspect d'un gamin de 17 ans a en fait plus d'une centaine d'années et donc est extrêmement vieux jeu. Quant à Bella, qui elle a vraiment 17-18 ans, et ben elle ne veut pas se marier aussi jeune parce que dans notre monde actuel, se marier à cet âge-là, ça a souvent une autre signification. If the Wayne says I just got knocked up. En revanche, elle est plus que motivée à l'idée de devenir une vampire, ça, elle l'a pas oublié, c'est bien dans un coin de sa tête, même si devenir immortelle, ça a quand même quelques points négatifs, le premier étant que elle ne pourra plus voir ses parents une fois transformés, parce que comment expliquer à son père et à sa mère que elle et sa belle famille ne prennent absolument aucune ride malgré les années qui passent. Alors oui, on peut mettre ça sur le dos de la crème quantique, mais je suis pas sûre que ça passe comme excuse. Mais bon, ça ce sera des problèmes pour la Bella du futur parce que je dois vous avouer que ses parents, c'est un peu le cadet de ses soucis, voilà. Elle est plutôt omnubilée par une autre personne parce que ça lui fend le cœur de se dire que si jamais elle devient une vampire, elle pourra plus jamais le voir et c'est Jacob. Puisque non, elle ne pourra plus l'avoir en meilleur pote parce que les loups-garous sont les ennemis mortels des vampires. Donc si elle devient un vampire, elle ne pourra plus traîner avec les loups-garous. Vanille, chocolat, fraise, caramel, on ne mélange pas dans le monde de Twilight. Et même si je suis Team Jacob en début de ce 3e tome, eh ben il faut savoir que Stephanie Meyer nous fait bien comprendre que c'est Edward qui remplit la totalité du cerveau de Bella parce qu'elle ne pense qu'à lui. Voilà, et je peux vous lire certains passages. Ses prunelles dorées brillaient à quelques centimètres à peine des miennes, et son haleine rafraîchissait ma bouche entrouverte. Je goûtais son odeur au bout de ma langue. Je ne savais même plus comment je m'appelais. Si j'avais pu, j'aurais passé le plus clair de mon temps à embrasser Edward. Qui a dit que les femmes avaient moins de désir que les hommes? Clairement pas Bella. Et la seule chose qui va la faire redescendre instantanément de quelques degrés, c'est Victoria. Alors ouais, bon, Victoria, on en a pas encore parlé, donc on va faire un petit point. Qui est Victoria? C'est qui celle-là? C'est Victoria. Dans le livre 1, on a aperçu Victoria aux côtés du vampire qui a essayé de grailler Bella. Je vous le rappelle, ce vampire est mort parce que Edward l'a tué, mais pour Victoria, ce mec-là, et ben en fait, c'était l'amour de sa vie, son petit cœur était lié à lui, donc quand il décède déchiquetée par Edward, Victoria, elle est détruite. Voilà, son petit cœur est brisé, elle n'a pas envie de rester dans cette situation, et au lieu de faire un deuil sain, elle se décide de tuer Bella, voilà, de prendre une revanche sur Edward pour le faire souffrir à jamais. Dans le tome 2, on n'a pas de traces de Victoria, par contre, dans le tome 3, c'est son grand retour, et ce sera la méchante de ce film, car elle est prête à venir croquer Bella sans sauce tartare, sans petite sauce soja, vraiment en mode naturel, mais pour éviter que ça
ça arrive, il y a Edward qui va faire surveiller sa petite amie H24 par lui ou par Alice. Et va en plus de ça lui imposer des règles, à savoir de ne jamais voir Jacob. L'excuse qu'il utilise pour justifier ce comportement toxique de contrôle abusif et de restriction des libertés de Bella, c'est de dire qu'évidemment c'est une humaine faible, donc elle ne peut rien face à un vampire qui a envie de la manger, donc c'est pour ça qu'il faut qu'elle soit surveillée. Et pour ce qui est de Jacob, elle n'a plus le droit de voir son meilleur ami selon Edward, parce que les loups-garous ont le pouvoir de brouiller ceux des vampires. Et il faut se rappeler que Alice, la sœur d'Edward, a le pouvoir de lire dans le futur des gens. Or, Edward lui demande de lire en permanence le futur de Bella pour s'assurer qu'elle ne va pas mourir, pour s'assurer que Victoria n'est pas encore là, pour s'assurer qu'elle fait pas une connerie. Donc en gros, Alice, elle est branchée sur TV Bella en permanence pour savoir s'il va rien lui arriver. Et sauf que si jamais il y a Jacob dans l'équation, elle ne verra plus rien, c'est rideau, écran noir. Et donc Edward dit qu'on peut pas prendre ce risque parce qu'il faut être sûr de savoir quand est-ce que Victoria va lancer une attaque. Et si Jacob est dans le coin, eh ben Alice sera dans l'incapacité de prévoir si ça va arriver ou non. Sauf que Jacob, rappelons-le, c'est quand même un loup-garou désormais de 400 kilos. Et en plus de ça encore, eh ben il est amoureux d'elle. Donc est-ce que vous croyez qu'il va se laisser faire? Évidemment que non. Mais Edward n'en démord pas, ça va faire plein de disputes entre les deux mâles. Et vraiment ils sont là, ils luttent, ils essayent de montrer qui est le plus fort, regarde c'est moi qui est la plus grosse. Mais au milieu de tout ça, au milieu de toute cette testostérone et ces hormones inutiles, il y a Bella qui se dit les gars en fait c'est moi qui souffre là-dedans, c'est pas vous. Et là en fait on me prend toutes mes libertés et j'aime pas trop ça. I'm tired of this. From now on, I'm Switzerland, okay? Heureusement pour Bella, et malgré ce que Edward essaye de nous faire croire, ce n'est pas une humaine sans ressources et sans défense. Et elle finit par s'enfuir sans prévenir personne pour aller rejoindre Jacob. De son côté, Jacob, quand il voit débarquer Bella, évidemment, il est trop content. Évidemment aussi, il est très confus parce qu'il comprend pas trop comment est-ce qu'elle peut être dans une relation avec un mec aussi toxique. Mais il a pas envie de lui parler de ça, il décide de lui changer les idées et il va raconter plein d'anecdotes des loups-garous, de sa vie de loup-garou et de la vie de son clan. Alors déjà, premier point, la transformation. Jacob, il fait partie des Quileutes, un peuple d'autochtones américains, et ce pouvoir de loup-garou se transmet génétiquement chez les Quileutes. Ça faisait des années qu'il n'y avait pas eu quelqu'un qui s'était transformé. Et pourquoi là, soudainement, il y a toute une ribambelle de gamins qui sont capables de se transformer en loup? Eh bien parce que la famille de Edward, donc les Collins, ont déménagé près de La Puche, là où vit les Quileutes. Et donc en gros, génétiquement, vu qu'il y a des vampires à côté d'eux, eh ben leur génétique, leur ADN va réagir et va faire ressortir leur côté loup-garou. Donc c'est pour ça, vu qu'il y a une grosse famille de vampires à côté d'eux, eh ben il y a une grosse famille de loups-garous qui commence à se former. Donc chez les Quileutes, dans la génération de Jacob, il y a de nouveau une meute et elle est gérée par Sam, qui est donc le mâle alpha. Et tout le monde doit obéir à ses ordres. Deuxième point, les loups-garous d'une même meute, une fois transformés, ont accès aux pensées tout le temps entre eux. Donc comme ça, c'est hyper facile de communiquer. Si jamais, je sais pas, il y a un ennemi, il y a quelqu'un qui va directement y penser « Oh putain, je me fais attaquer », bah tout le monde a le signal instantanément. Mais, donc ça c'est le côté positif, mais il y a un côté négatif, c'est que tous les loups-garous d'une même meute ont aussi accès aux souvenirs et aux visuels de leurs camarades. C'est-à-dire que si jamais vous avez, je sais pas, mangé une tarte tatin la veille, et ben vos potes sauront que vous avez mangé ça. Donc en fait, vous pouvez absolument rien cacher à vos camarades, ce qui est cool d'un certain côté, mais aussi complètement efface le côté vie privée. Vous ne pouvez plus rien cacher. Et si jamais vous avez un petit crush, si jamais vous avez une petite love story, tout le monde sera au courant de ce que vous avez fait. Voilà, tout le monde saura. Vous pouvez rien cacher, donc c'est un peu chaud quand même, surtout pour des adolescents, parce que genre la meute de là où est Jacob, celle de Sam, c'est que des ados. Donc je n'imagine pas les images qu'il y a. Voilà, je ne sais pas. Je pense que certains tags, tout le monde est au courant de ce que tu regardes. Passons à la suite. Troisième point, ils ont une immortalité conditionnelle. Si jamais ils continuent de se transformer en loup-garou régulièrement, leur vieillissement va être arrêté. Par contre, s'ils décident d'arrêter de se transformer pendant une longue période, eh ben leur vieillissement va reprendre naturellement. Quatrième point, la résistance aux morsures des vampires. En gros, je vous ai dit que les loups-garous, c'était les ennemis mortels des vampires. Donc il faut savoir que quand un loup-garou mord un vampire, il peut le tuer, notamment s'il le mord ici à la jugulaire.
Et à l'inverse, les vampires évidemment peuvent blesser les loups-garous, évidemment peuvent les tuer, mais si jamais ils les mordent, il faut savoir que les loups-garous ne se transformeront jamais en vampires et c'est en ça qu'ils sont résistants à leur pouvoir. Mais voilà, ça c'était le 4e point. Et enfin le 5e, bon, c'est un peu le truc le plus chelou de Twilight et probablement un des plus controversés qui est l'empreinte ou l'imprint en anglais. Et bon, je vais essayer de vous raconter cette zinzinerie, mais accrochez-vous, ouvrez vos écoutilles et surtout, soyez un peu ouverts d'esprit. On va revenir sur ce point-là plusieurs fois dans la vidéo par la suite, mais c'est un concept très particulier. En gros, chez les loups-garous, chacun a une âme sœur, une personne qui lui est destinée. C'est un lien qui est irréversible, qui va se créer entre les deux. Mais jusque-là, rien de nouveau sous le soleil. Je veux dire, les délires d'âme sœur, on connaît. Sauf que, petit twist, il y a quelqu'un dans la meute de Jacob, Quill, qui a posé son empreinte sur une gamine de 2 ans. Oui, vous m'avez bien entendu, déjà le délire de l'empreinte ça fait très loup qui vient uriner sur la personne qui sera son âme sœur là, genre vraiment il marque son territoire, mais en plus là on a quelqu'un qui a un lien irréversible avec une gamine de 2 ans. Donc là Bella évidemment elle est choquée et nous aussi et on se dit qu'est-ce que c'est que ce bordel. Sauf que là il y a Jacob qui essaye de récupérer le truc, alors il le fait pas extrêmement bien, mais il explique à Bella que en fait ce lien irréversible, cette empreinte, ce n'est pas forcément quelque chose de romantique. C'est une relation qui peut évoluer et c'est une relation qui prendra toutes les formes que la personne imprégnée voudra. Par exemple, cette gamine, actuellement, bah, elle a besoin d'un père, elle a besoin d'un frère, donc c'est plutôt ce genre de lien qu'elle a avec Quill. Et si telle est sa volonté, elle aura ce lien-là avec ce loup toute sa vie. Ça pourra rester bah, l'équivalent de son frère, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des liens qui sont romantiques. Il y a notamment Sam, le leader de la meute de Jacob, qui lui est lié romantiquement à une femme. Mais voilà, ça peut prendre différentes formes, mais il faut savoir que ce lien-là, et c'est important, n'est pas forcément romantique. Aussi, rappelons quand même un des pouvoirs que je viens de vous expliquer des loups-garous, c'est que quand tu es dans une même meute, tu partages tous tes souvenirs, toutes tes pensées, tout ce que t'as fait avec tes potes. Donc, si jamais Quill, il faisait des trucs où il faut appeler la police et où il faut se poser des questions parce que c'est une gamine de 2 ans, enfin pas se poser des questions d'ailleurs, il faut agir, et ben j'ai espoir de penser que toute la bande de Jacob réagirait parce que effectivement ils verront toutes les images. Donc je vous laisse imaginer s'il se passe quelque chose de grave, je pense que ça protège aussi la meute, ça protège évidemment les gens qui sont du coup imprégnés pour pas qu'il y ait des dingueries pareilles parce que bah, quand t'es dans une meute, tu ne peux rien cacher. Donc si Quill fait des choses encore une fois répréhensibles par la loi, et ben je pense que il ne vivra pas très longtemps, ou en tout cas il vivra pas très longtemps dehors et il se retrouvera probablement en prison ou probablement aussi tué par ses pairs. Mais ça l'histoire ne nous dit pas. C'est un peu une petite clarification sur qu'est-ce que c'est que l'empreinte, mais on va pas se mentir que Bella elle est quand même entourée de créatures bien creepy. Have you imprinted on someone? You'd know if I had. Mais dans cette histoire, il y a quand même un des monstres ici qui est beaucoup plus possessif que les autres, et c'est Edward, parce qu'il ne supporte toujours pas que Bella aille rendre visite à Jacob. Surtout qu'il va se passer un moment important, c'est que Victoria, la grande méchante, s'est introduite dans la chambre de Bella. Ils le savent parce qu'ils sentent son odeur, mais personne en fait s'en est rendu compte sur le coup, ce qui veut dire que Bella n'est pas assez protégée dans l'esprit de Edward. Bella, you have to understand. Your safety is everything to me. Jacob's not gonna hurt me. Not intentionally, but the wolves have no control. Edward? I have. Et là, Bella, elle panique un peu parce qu'elle se dit « Attendez, on me surveille déjà H24, on me regarde quand je dors, on me regarde quand je chie, on me regarde quand je fais ma vie. » Donc là, bah, il y a quand même une vampire qui s'est introduite, ce qui veut dire qu'on va encore plus me surveiller. Non, il va falloir que je mette un peu mes termes. Donc, elle dit à Edward et à Jacob qu'elle est ok pour qu'on la surveille, mais faut qu'il y ait un échange. En gros, faut que ça soit les loups-garous qui la surveillent de temps en temps et les vampires de temps en temps. Que ça fasse, voilà, un espèce de truc équitable, parce qu'en plus de ça, bah, les deux n'arrêtent pas de se prendre la tête là, entre mal alpha à vouloir imposer qui est le plus beau, qui est le plus fort, genre vraiment c'est un combat de coq. I could care less what you need. Hey, we're done here. No, you're done here. Stop! Donc Bella elle en a ras le cul, elle est en mode ok on va collaborer parce que là sinon on va aller nulle part, ça suffit les cocos. Et chacun, comme je disais, essaye de marquer son territoire. T'as une scène notamment dans les films où t'as Edward qui embrasse goulûment comme ça Bella, comme si c'était une choupe à choups goût fraise là. Et puis du coup t'as Jacob qui voit cette scène et qui est un peu gêné mais très jaloux, enfin... Puis évidemment, Edward, il lit dans les pensées de Jacob, donc j'imagine même pas ce qu'il y a, en mode « Oh, le gros bâtard, putain, il est en train d'embrasser Bella, oh mon dieu, j'ai trop envie d'être à sa place, est-ce que je lui nique sa tête ?» Vraiment, c'est trop toxique, tout ce qui est en train de se passer. Doesn't he own a shirt?
Au milieu de tout ça, au milieu de la vampire qui essaye de la bouffer, Bella elle est toujours en mode les gars, moi en fait j'ai pas oublié que je veux devenir une vampire, donc vous êtes bien mignons avec vos conneries, mais quand est-ce que je me transforme en fait? Et Edward lui dit faut qu'on se marie, c'est toujours d'actualité, on ne fait pas ça maintenant, pas selon tes termes, on fera ça selon mes termes, c'est-à-dire il faut qu'on soit mariés. Bella, bon, elle commence un peu à se résigner à cette idée parce qu'elle se dit c'est peut-être le seul moyen que j'ai mon rêve exaucé, donc allez, peut-être que je vais épouser Edward, on va voir. Et puis pendant que Bella se pose toutes ces questions, il y a Jacob qu'en a ras le cul d'attendre et du coup il va voir Bella et il lui déclare sa flamme, voilà, I love you Bella, oh trop bien, enfin. You need to hear the truth, Bella. Understand all your options. And you need to know that I'm in love with you. And I want you to choose me instead of him. Sauf que évidemment Bella, bon bah on le voyait venir, hein, vu que dans le bouquin on lit toutes ses pensées et on voit à quel point elle a envie de ken Edward. I thought you understood. Bah on sait très bien que Jacob il a pas trop d'espoir là-dedans, donc elle lui fout un râteau en lui disant que bah c'est son meilleur pote, qu'elle le voit pas comme ça. I don't feel that way for you. I don't buy it. What don't you buy? Et là Jacob se met en colère. That's how I feel. You feel something else for me. You just won't admit it. So I'm not giving up. I'm gonna fight for you. Et lui dit mais non, tu te fourvoies, enfin moi aussi j'ai une place dans ton cœur et tout, machin, tu m'aimes aussi, nanana. Well, then you're not gonna have to fight for long. You're rushing into it because you're afraid you'll change your mind. No, I'm not. I know what I want. Et là, non, il l'embrasse de force. J'ai trop le seum, j'aimais trop ce personnage. Qu'est-ce que tu fais? Embrasser les gens de force, c'est une agression sexuelle. Et dans le bouquin en plus, bah cette scène-là, elle est archi bien écrite. Et j'aimerais vous citer un passage parce que ouais, ben vous allez voir, mais c'est très troublant et très touchant de lire ça des pensées de Bella. Ses lèvres forcèrent les miennes, son haleine brûlante envahit ma bouche. Je cessai alors de lutter, ouvris grand les yeux, mes bras retombant contre mes flancs. Je me contentais alors d'attendre qu'il veuille bien cesser. Je ne réagis pas, statufié. Le cerveau de Bella est en pause. Bella est en sidération parce que elle est en train de se faire agresser et que son cerveau du coup il déconnecte pour la protéger parce que bah là elle sait pas comment répondre. Et puis là je sais pas, enfin parce que c'est une héroïne de roman et que Bella bah finalement c'est pas une si petite humaine sans défense, pas du tout, parce que une fois qu'elle reprend un peu ses esprits, pardon, elle va frapper Jacob en plein visage. Même si elle se fait mal, je me suis dit, au moins elle a mis toute sa haine là-dedans, là dans son poing, parce que putain, mais c'est un truc de ouf comme on n'écoute pas Bella dans ce putain de bouquin, c'est un truc de malade. Alors Jacob finit par la ramener quand même chez son père Charlie, et il y a Edward qui arrive quelques minutes plus tard. Évidemment, il va lire dans les pensées de Jacob, donc il sait immédiatement ce qui s'est passé. Edward, If you ever touch her against her will again, don't do this She's here. not Don't- sure what she wants. Don't do this let me here. give you a clue. Wait for her to say the words. Fine. And she will. Et il va lui dire des trucs très vrais. Edward va dire à Jacob de demander avant d'agir pour être sûr qu'elle soit d'accord plutôt que interpréter son langage corporel. Oui, Edward, c'est bien, on est d'accord, il faut faire ça, il faut demander le consentement parce que sinon c'est une agression. Et cette scène aurait pu être chouette dans les livres, sauf que non, parce que Edward va parler de Bella comme si c'était sa chose. Je vous lis quelques extraits de ce passage, mais là il dit quand même si tu la ramènes encore une fois abîmée, et peu importe de qui est la faute, peu importe si elle trébuche ou s'il y a une météorite, blablabla, il lui dit si tu me la rends dans un état moins parfait que celui dans lequel je te l'ai laissé, tu courras avec 3 pattes clébards. Genre, est-ce que Bella c'est ton pot de chambre? Est-ce que c'est tes toilettes? Est-ce que t'as mis un petit sticker comme ça sur elle en mode veuillez rendre cet endroit dans le même état dans lequel vous l'avez trouvé? Genre, qu'est-ce que c'est que ça? Très étrange. Pourquoi tu parles de ta meuf comme ça? Là, Edward Jacob, bah waouh. Il y a plus grand monde à sauver là-dedans. Et je vous dis ça, et en fait je me rends compte que c'est complètement faux, parce qu'il y a quelqu'un à sauver dans tout ce bordel, et c'est Bella, bien évidemment. Il faut quand même qu'elle fasse sa vie d'humaine, et notamment, il faut qu'elle passe son bac, chose qu'elle réussit, et donc elle est diplômée. Donc là on assiste à la petite remise des diplômes de Bella. Félicitations à toi, ma poule, tu as réussi à avoir ton bac, bravo. Et puis après, tu as le droit aussi d'aller faire la fête, parce que tu as une belle famille richissime, qui veut bien te faire une grosse soirée où tu peux inviter tout
toute ta promo. Bella elle se retrouve au milieu des petits cocktails sans alcool parce qu'on est aux États-Unis quand même, attention. Et donc du coup Bella, elle est là dans sa meilleure robe. Voilà, elle est au milieu de tout le monde et puis elle parle un peu à ses potes en se disant bah de toute façon bientôt je vais devenir immortelle donc j'en ai un peu rien à foutre de qui vous êtes, mais on va faire semblant de sociabiliser. It's like I was born to lead, right? Oh, I love this song. Let's go. Jusqu'à ce qu'il y ait Jacob qui arrive dans la soirée, Jacob qui n'était pas invité parce que, je l'ai pas dit, mais Jacob n'est pas scolarisé dans la même école que Bella, parce que Jacob est scolarisé à La Puche, donc là où vivent les Kileutes, c'est là, enfin ils ont une école et lui il va dans l'école de sa tribu. Bref, donc il n'était pas invité à cette soirée, en plus il était doublement pas invité vu l'agression qu'il a fait sur Bella. What are you doing here? You invited me, remember? Was my right hook too subtle for you? That was me uninviting you. Sauf que Jacob, il est pas là pour refoutre de l'huile sur le feu. Jacob, il est là pour s'excuser. Ben voilà qui est bien. Voilà qui est bien. Look, Bella, I'm sorry. About, you know, the kiss in your hand. I'd blame it on the whole inner animal thing, but it was really just me being an ass. I'm really sorry. Surtout que bah là c'est une agression sexuelle d'embrasser quelqu'un de force, c'est évidemment violer le consentement de quelqu'un, et donc c'est important de montrer à la personne qu'on a compris, qu'on le refera plus, et de s'excuser en fait. Oui, c'est important. Après, la seule chose, c'est que ça peut pas se détailler plus parce que tu as Jacob et Bella qui sont interrompus par Alice. Alice, donc la sœur de Edward qui peut voir dans le futur, et elle leur annonce que quoi? Que Victoria est là dans 4 jours avec une armée de vampires vraiment énorme, et que du coup, il faut absolument cacher Bella, et il faut mettre un plan à exécution. Donc la team Garou Vampire se réunit pour savoir comment protéger leur humaine préférée, et ils en arrivent à la conclusion suivante. Jacob va porter Bella jusqu'en haut d'une montagne pour ainsi brouiller la piste de son odeur, parce que Jacob sent extrêmement mauvais, genre il sent une odeur de chien mouillé fois 1000 pour les vampires. Donc s'il prend Bella avec elle qui a une faible odeur vu que c'est une humaine, et ben du coup ils vont sentir que la trace de Jacob, ils vont pas pouvoir détecter Bella. Donc le fait que Jacob l'emmène en haut d'une montagne, c'est pour assurer sa sécurité, une montagne qui sera loin du champ de bataille des vampires, et du coup Bella va essayer va rester là-bas pendant une durée indéterminée, le temps que tout ça se calme. Et donc là ils ont 4 jours pour un petit peu être sûr que tout ce plan fonctionne. Les vampires vont entraîner les loups-garous vont aussi s'entraîner entre eux, les vampires vont s'entraîner entre eux, voilà. Donc là il y a un peu une synergie en mode il faut vraiment qu'on pète la gueule à tous ces vampires, donc on a besoin de se soutenir les uns les autres. Et avant de mettre ce plan en exécution, il y a quand même Bella et Edward qui se retrouvent tranquillement pour discuter, parce que je pense qu'au milieu de tout ça ils en ont quand même besoin. Et Bella, qui a encore une fois sa vie menacée de mort, veut reparler à Edward du fait qu'elle a besoin de devenir une vampire, elle a besoin de devenir immortelle, et surtout, elle en a envie. Sauf que les termes sont toujours les mêmes. Edward veut un mariage, et là, Bella lui fait comprendre que, elle est plutôt d'accord, en fait. I'll marry you. Donc Edward se met sur un genou et lui demande officiellement si elle veut l'épouser. Isabella Swan, I promise to love you every moment forever. Would you do me the extraordinary honor of marrying me? Yes. Oh mon dieu, c'est trop beau. Même si, évidemment, pour l'instant, ils ont pas le temps de l'annoncer à qui que ce soit, ils ont pas le temps de se féliciter et d'être en joie, parce que l'objectif quand même maintenant de la mission, c'est que Bella reste en vie, parce que ça y est, Victoria débarque. Jacob va alors mettre le plan en exécution, amener Bella au-dessus d'une montagne, et il y a Edward qui va aussi les suivre, parce que pour lui, c'est impensable de laisser sa future femme toute seule là-haut avec un loup-garou, et du coup, c'est là où on va avoir la scène la plus pimentée de tout Twilight, la scène de la tente. Edward, Jacob et Bella sont en haut d'une montagne dans une tente. Évidemment, la neige commence à tomber, il fait de plus en plus froid. Il y a Edward, lui, qui n'en a rien à faire parce que de 1, il est immortel, et de 2, de toute façon, il a déjà la température corporelle d'un glaçon. De l'autre, on a Jacob, qui lui a une température corporelle d'une chaudière. Et de l'autre côté, au milieu des deux, on a Bella qui se gèle le cul. Jacob et Edward sont évidemment ultra inquiets pour Bella, mais ils se disent on peut pas allumer un feu, parce que si on allume un feu, ça fait de la fumée. Qui dit fumée dit
signal et peut-être que les vampires vont se rendre compte que finalement Edward, Jacob et Bella ils sont dans une tente. Donc non, on ne va pas allumer de feu. La solution la plus normale, évidemment, c'est d'utiliser leur corps pour réchauffer Bella. Alors Edward, c'est pas possible vu que c'est un glaçon. Par contre, Jacob, le soleil, la chaleur, évidemment, ça va être son rôle. Évidemment, c'est son grand moment. Boum, il colle Bella contre lui et il la serre fort là pour la réchauffer. Oh mon dieu, mais du coup c'est une scène hyper pimentée. Pourquoi? Parce que Jacob, il pense dans sa tête tous des tas de dingueries là. Là c'est des dingueries qu'il a dans sa tête vu qu'il a Bella contre elle, mais en plus c'est des dingueries parce qu'il sait que Edward peut lire dans ses pensées. Donc il peut foutre la haine à Edward de façon monumentale. Et après cette joute mentale entre les deux mecs, il y a Bella et Jacob qui vont avoir une petite discussion dans le bouquin et je tenais à en parler parce que Jacob va encore une fois revenir sur son agression, que lui ne considère pas comme une agression parce qu'il va dire à Bella ça veut dire que Edward il embrasse mieux que moi? Et Bella elle lui dit en fait je pourrais pas te dire mon gars parce que la seule personne que j'ai jamais embrassée de ma vie c'est Edward. Et là Jacob il pète encore un câble en mode comment ça, mais en fait tu m'as embrassé? Et là Bella va lui dire non, ce que t'as fait c'est une agression mon pote, donc non, ce n'est pas le premier baiser qu'ils ont eu, Jacob et elle, genre vraiment c'est juste une agression. Donc bref, moi je trouve ça trop cool que le bouquin revienne dessus parce que je trouve que dans les films c'est bâclé, alors que je trouve que dans les livres ça le condamne beaucoup plus et du coup je préfère la version des livres pour cette partie là. Après cette nuit en tente, évidemment Edward il est pas de très très bonne humeur et il va dire à Bella que c'est clairement pas la meilleure nuit qu'il ait passée de sa vie. I'm really sorry about last night. I couldn't have been easy on you. Definitely won't make my list of top 10 favorite evenings. You have a list? Bella, elle est curieuse d'ailleurs, elle va lui demander mais du coup, c'était quand ta nuit préférée en fait entre nous deux? Parce que moi personnellement, c'est quand on est rentré d'Italie, parce que je pensais que t'étais mort, je pensais que tu reviendrais jamais à mes côtés, et là, en une soirée, t'étais avec moi, t'étais bien vivant, et voilà, je suis trop contente. Et Edward lui dit effectivement, cette nuit-là, elle était très cool, mais moi, ma nuit préférée, c'était avant-hier, quand tu m'as dit que t'allais m'épouser. Number one is when you said you'd marry me. Mrs. Cullen. You're marrying him? Et oui, Jacob a tout entendu. You knew he was listening. He deserves to know. Et là, on est parti sur un moment un peu compliqué, donc accrochez-vous, parce que Bella, elle a l'impression que tout est de sa faute, et qu'elle a pas été assez claire avec Jacob, qu'elle lui a pas mis un stop assez rapidement, et du coup de le voir comme ça, parce que lui, il est dans un état, genre, il est au bout de sa life, il en peut plus, il pète un câble, genre vraiment aucune gestion de la colère, il en peut plus, et donc Bella, elle prend tout pour elle, en mode, putain, mais je le fais tellement souffrir, j'aurais jamais dû faire ça, alors que Bichette, tu n'es pas responsable, hein, clairement, non, je veux dire, tu lui as déjà mis un râteau, tu as été très très clair avec lui, c'est lui qui est un enfant et qui est pas du tout mature. I'm done. I'm so done. Et là, Jacob va encore plus prouver ce point-là, c'est parce que il va manipuler Bella dans cette scène. What can I do? You can't do anything. I can. By going out there and killing something. No! You're not thinking clearly. Don't do that! Well, maybe I'll get myself killed and make it simple for you. No! Just... Jake, stay. Il va la manipuler émotionnellement en faisant du chantage au suicide. Oui, vraiment, parce qu'il lui déclare qu'il préférerait mourir que de la voir se marier avec Edward et de devenir un vampire. Donc là, Bella, elle a sur ses épaules la responsabilité de la vie ou de la mort de son meilleur ami, en tout cas c'est ce qu'elle pense, et du coup, elle va se sacrifier, parce qu'elle se doute que si jamais elle parle à Jacob, il va absolument pas l'écouter, donc elle va lui donner ce dont il a envie, c'est-à-dire son corps, et elle va dire à Jacob de l'embrasser. I'm asking you to kiss me. Alors dans les films, celles et ceux qui ont vu Twilight, on connaît tous la scène iconique de Jacob torse nu qui embrasse Bella, mais dans les livres, c'est autre chose encore, et ça se passe en 3 actes, donc je vais vous raconter un peu ce qui se passe. Premier acte, Bella va dire à Jacob de l'embrasser, Bella n'en a pas envie, donc quand Jacob vient et presse ses lèvres contre les siennes, en fait elle a pas de réaction, voilà, elle est juste en mode je m'en fous, je n'ai pas envie de t'embrasser, juste j'ai pas envie que tu te suicides, et ça va rendre Jacob très en colère, et il va dire à Bella que elle peut faire mieux que ça, et qu'une fois dans sa vie, elle peut un peu se détendre et se laisser aller. Bella, elle commence à hocher de la tête en disant bah non, je veux pas. Et là, t'as Jacob qui arrête son geste et qui lui dit, c'est écrit, il lui dit d'une voix acide, est-ce que t'es vraiment sûr que tu préfères pas que je meure? Genre, est-ce que t'es vraiment sûr de pas vouloir m'embrasser en retour? Mais quel chien de dire une chose pareille. Et du coup, Bella, en fait, elle va s'énerver. Et là, c'est l'acte 2. Bella s'énerve parce qu'elle est en mode mais putain, mais il se fout de ma gueule, ce gros con, ce gros clébard là, ça va plus du tout. Et donc, elle met les mains dans la tête de Jacob et
elle a envie de le tirer en arrière comme ça pour qu'il s'enlève d'elle en fait. Et du coup elle tire fort, sauf que Bella elle s'est cassé la main en essayant de foutre un coup de poing à Jacob. Donc vous vous doutez bien que quand elle essaye de lui arracher les cheveux, ça marche pas. Voilà, et en fait, c'est là le début de l'acte 3, c'est que Jacob prend ça comme une invitation à l'embrasser encore plus fort, donc il la plaque encore plus, il lui roule une galoche de malade, et là Bella, elle ferme les yeux, elle se laisse embrasser, elle se dit, vous savez quoi, au point où on en est, vas-y j'essaye de l'embrasser, on va voir. Et là, magie du scénario de l'autrice Stéphanie Meyer, Bella se met à embrasser Jacob, et elle kiffe sa vie. Genre là vraiment, elle l'embrasse et elle est en mode, en fait, bien sûr que je l'aime, et même, vous savez quoi, elle voit son futur avec Jacob, d'accord? Genre, elle a pas les pouvoirs de Alice de voir dans le futur, mais d'un coup, elle embrasse Jacob, et là, elle se voit avec lui, heureuse. Elle voit même leurs 2 gamins, genre que potentiellement ils auraient, qui gambadent devant elle, et puis elle rouvre les yeux, elle se dit, oh mon dieu, ça aurait dû être ça ma vie avec Jacob, ça aurait été si bien, ça aurait été si solaire. Waouh! Et t'as Jacob qui lui dit, tu vois, ça là, ce qu'on vient de faire, ça aurait dû être ça, notre premier baiser. Voilà, donc Stéphanie Meyer nous a en fait écrit ici dans le bouquin que Bella est polyamoureuse. Bella est amoureuse de Edward et est amoureuse aussi de Jacob, visiblement. Mais à l'époque où c'est sorti, le polyamour c'était pas le truc le plus connu au monde. En plus de ça, l'autrice Stéphanie Meyer a des valeurs très très conservatrices. Donc le polyamour, on pouvait vraiment aller se faire foutre. Donc Bella, au lieu de pouvoir vivre sa meilleure vie à ken un loup-garou et un vampire en même temps, du coup elle va devoir choisir et elle choisit évidemment Edward. I don't know what happened. You love him. I love you more. I know. En attendant ce baiser échangé avec Bella, ravit Jacob et lui il est prêt à partir sur le champ de bataille. Il rejoint le combat contre l'armée de Victoria, Edward aussi, Victoria est tuée, Bella est sauvée, enfin voilà, de toute façon on s'en doutait, genre vraiment tous les trucs de vampires qui veulent tuer Bella, on s'en bat les couilles, nous on veut juste savoir qui va galoche Bella, c'est tout quoi. Bon après, dans ce livre 3, il y a des galoches qu'on aurait pu éviter quand même, vraiment, putain quel roller coaster ce bouquin. Puis en plus, c'est pas terminé, parce qu'après la bataille, qui c'est qui arrive? C'est les Volturi! Et oui, ils reviennent pour dire à Bella, cocotte, on n'a pas oublié, hein, faut que tu deviennes vampire, hein, n'oublie pas! Bisous, peace, à bientôt! Et aussi, il y a Jacob qui a été blessé pendant la bataille. Donc Jacob, il est tout en sueur, tout pas bien, machin. T'as Bella qui va lui rendre visite. Et elle le voit comme ça sur son lit, en train de souffrir. Et je pense qu'elle prend un petit malin plaisir interne, vous voyez, parce que Jacob, dans tout ce bouquin, il lui a cassé la tête, là. Elle est là, comme ça, elle le voit sur son petit lit en train de souffrir. Elle se dit, Jacob, tu sais, en fait, moi, je vais choisir Edward, hein. Bon, en fait, elle lui dit genre, non, désolé, moi j'ai envie de devenir une vampire et de kiffer avec Edward. Bye bye! J'ai trouvé ça trop cool. Voilà, je me suis dit, enfin, Bella, là, on peut pas remettre sa parole en question parce que Jacob, il est au fond du trou. Il peut pas l'emmerder, donc elle a choisi son parfait moment pour se faire bien entendre et bien respecter. Et là, la scène de fin de toute cette arc 3 de Twilight, c'est Bella et Edward qui se retrouvent dans leur champ de fleurs préf, évidemment, à se raconter leur vie. Et Bella, elle lui dit qu'elle est évidemment prête à épouser Edward et que non, c'est pas juste à propos de lui. You're wrong. Là, Bella, elle va lui expliquer pourquoi est-ce qu'elle veut devenir une vampire. Elle veut devenir une vampire parce que certes, elle est forte mentalement, mais elle a envie de devenir forte physiquement. I've never felt normal. Mais aussi, elle a envie d'avoir un sentiment d'appartenance, parce que Bella, elle a jamais fité dans les groupes d'amis dans lesquels elle était, dans les différentes régions dans lesquelles elle a habité, et donc là, de vivre au milieu de vampires, de loups-garous, c'est la première fois de sa life qu'elle se sent bien, et donc oui, elle a envie de vraiment faire entièrement partie de ce monde, vu qu'elle a cette possibilité. I've had to face death, and loss, and pain, in your world, but I've also never felt stronger. Et là, t'as Edward qui lui dit c'est pas juste à propos de moi en fait. So it's not just about me. Bah non, heureusement, crétin. Je désespère dans cette vidéo parce que entre Edward et Jacob, y a personne que je voudrais pécho, y a personne qui mérite d'être avec Bella, et vous savez quoi, moi je change mon fusil de toutes mes épaules, et moi je suis team Bella maintenant. Et on espère que dans ce 4e volume, elle va enfin avoir ce qu'elle veut, c'est-à-dire devenir une vampire, devenir immortelle, et être avec Edward pour le reste de sa vie, parce que c'est quand même les 3 choix qu'elle fait. Donc on espère qu'elle va les avoir. Alors, je vous le répète depuis le volume 2, mais oui, Bella, elle a envie de devenir une vampire, mais Bella, elle a envie d'un autre truc, dont je vous ai pas parlé pour l'instant. C'est que Bella, elle a
la dalle, ok? Bella, elle a envie de ken Edward, sa mère, sauf que Edward, lui, il veut pas avant le mariage. Et Bella, elle en peut plus. La horny jail, c'est elle. Genre vraiment, elle est dans la prison du cul. Elle n'en peut plus. Il y a Edward qui veut lui sucer son sang, mais Bella, elle veut sucer son Mr. Freeze saveur vampire de 100 ans. Et en soi, il y a aucun problème. Je veux dire, le désir féminin, ça existe, et heureusement. Sauf que, rappelons-le que Twilight, c'est écrit du point de vue de Bella, donc tout ça, tous ces moments où elle est en chaleur de ouf, où elle a faim de ouf, la dalle, la meuf, elle crève la dalle, eh ben, on le sait, on le lit, ça se voit. Mais par contre, on va aussi lire et voir que Bella est une putain d'agresseuse. I want you. Bella va devenir hyper problématique parce que Edward le dit et le répète maintes fois à sa meuf qu'il ne veut pas coucher avec elle tant qu'ils sont pas mariés. It's too dangerous. Try. Just try. I'll go to some ridiculously expensive college and let you buy me a car. I'll marry you. Just try. C'est horrible comment elle se comporte avec lui. Elle va lui mettre la pression tout le temps, genre vraiment, elle va ramener ça sur le tapis plein de fois, elle va forcer, genre des fois, on sait qu'elle commence à lui enlever sa ceinture et tout, alors qu'il lui a dit et répété qu'il voulait pas. You really make me feel like I'm some sort of like villain trying to steal your virtue or something. Ça me met trop mal, genre ouais ok c'est trop cool de dépeindre un personnage avec des envies sexuelles, en tout cas un personnage féminin, mais par contre le désir ne justifie rien, c'est pas parce qu'on a envie qu'on force en fait, il faut demander, et là ton mec il te l'a dit et répété, on ne fait pas ça en fait. Et du coup Twilight montre que homme comme femme on peut être des agresseurs, et que la parole d'un homme, d'une femme ou d'une personne non binaire c'est la même chose, il faut respecter tout le monde en fait, c'est pas une question de genre, c'est pas une question de sexualité, le consentement c'est primordial. Donc voilà, ma tirade est terminée parce qu'il est temps désormais de vous dire que finalement Bella va obtenir ce qu'elle veut et Edward aussi parce que les deux vont finir par se marier. Je vous jure que c'est le début du 4e film, la scène dure 29 minutes. On est sur une demi-heure de mariage, je vous passe tout ça parce qu'on s'en fout un peu. Sachez qu'ils s'embrassent, qu'ils sont heureux, leur robe est jolie, le costume aussi, machin, enfin voilà, un mariage à l'américaine. Et là, nos deux tourtereaux fraîchement mariés partent au Brésil pour leur lune de miel. Là vraiment, on va passer sur plein de scènes où ça se baigne, ça se soulève, ça rigole, ça s'embrasse. Sauf que patatras, bien que Edward soit cliniquement mort et qu'il n'y a aucune goutte de sang qui traverse son corps, eh bien ces spermatozoïdes sont toujours en vie. Et oui, le corps de Edward est un glaçon, on nous l'a dit et répété durant l'œuvre, durant les films, Edward est tout froid, sauf que visiblement il y a une autre partie de son corps qui est absolument encore plus gelée, parce que pour conserver des spermatozoïdes, la science nous dit qu'il faut au minimum les congeler à moins 196 degrés. Ce qui veut dire que les petites bourses d'Edward là, elles sont gelées sa mère. Faut pas que Bella elle y mette sa langue, ni ses doigts parce qu'elle va y rester collée sur ces machins. Enfin bon, le corps de Edward lui révèle bien des surprises parce que 100 ans après que ces petits spermatozoïdes aient été congelés, eh bien, ils reprennent vie dans le corps de Bella. Et ce qui devait arriver arriva, Bella tombe enceinte de Edward. Et ça aurait pu être genre mignon dans la tête de certaines personnes, en mode ils viennent de se marier, et là elle tombe enceinte, c'est la famille parfaite nucléaire. I know that it's impossible, but I think that I'm pregnant. Sauf que non, parce que Bella, en fait, elle est pas enceinte de n'importe quel bébé, elle est enceinte d'un vampire humain. Voilà, c'est un petit mixte bien spécial. Et ce que ça lui réserve, eh ben, c'est un bébé qui grandit extrêmement vite. Genre, les signes de sa grossesse sont déjà présents au bout de quelques jours. Wow. Et surtout, elle est affamée, elle mange n'importe quoi, elle a trop faim, et pourtant, elle arrête pas de maigrir, de perdre de la force. Et surtout, son ventre commence à se déformer. Ça commence à ressembler un peu à un début de film d'horreur, autant dans les livres que dans les films. Et Edward, lui, il est bien stressé parce qu'il se dit « Attends, ma femme que j'ai épousée, que je voulais que tout soit bien pour elle et tout, là, elle est enceinte d'un monstre, on va pas se le cacher. » Voilà, lui, il l'appelle le monstre, il l'appelle absolument pas le bébé. Il a pas du tout envie que Bella garde cet enfant. Et il est là genre « Bah, il faut avorter, ma chérie, ça suffit les conneries. » Parce qu'il y a un gros risque pour sa santé, Edward voit bien que si elle le garde, eh ben, elle risque d'y passer. Sauf que Bella, elle veut pas, c'est son corps, elle refuse et elle dit non. No. It's not his decision. It's not any of yours. Et comme son mari ne l'écoute pas, eh bien, elle décide de s'enfuir encore une fois. C'est un truc de fou comment elle doit fuir Edward, genre, je sais pas, au moins 2-3 fois dans ses bouquins, c'est un truc de malade. Enfin bref, elle s'enfuit, elle va voir Rosalie pour essayer de garder son enfant. Rosalie. I need your help.
Et la grande question de ce livre, est-ce que Bella va garder son bébé? Est-ce que Bella va devoir avorter? Mais tout ça, eh bien, on le saura dans quelques chapitres, parce que dans les livres, on passe du point de vue de Jacob. Et oui, je vous ai dit que depuis le début, l'histoire était écrite du point de vue de Bella, et là, d'un coup, on a un changement, on part sur Jacob. Lui, où est-ce qu'il en est? Parce que, il a vu sa meilleure pote se marier, celle dont il est amoureux se marier de son ennemi juré, les vampires. Donc là, il est au fond du gouffre, et lui, il a abandonné sa forme humaine. En gros, ça fait des semaines qu'il est en loup, qu'il est tout seul et qu'il est dans la nature et vraiment, il a envie de penser à rien. Jacob, il est en crise totale, donc il s'est éloigné du monde. C'est une dépression sous forme de loup-garou. Il est tellement triste et tellement en colère qu'il va même se rebeller face au chef de sa meute, à savoir Sam. Et il va décider de quitter la meute et de former son clan tout seul. La connexion entre lui et ses amis se brise, et Jacob est désormais chef de sa propre meute, le mâle alpha, sauf qu'il est seul avec ses propres pensées. Et donc là, c'est vraiment Jacob au plus bas de sa dépression, sauf que il ne va pas rester seul très longtemps, parce qu'il va être rejoint par Seth et Lee. Seth, lui, c'est parce qu'il est hyper pote avec Jacob, qui lui voue vraiment une grosse admiration, et du coup pour lui c'est normal de rejoindre son clan. Et pour Lee, je vous en reparlerai, mais elle, c'est vraiment... Waouh, la pauvre. What the hell are you doing here? I'm not gonna let my little brother get himself killed. Go away, Leah. Alors, petite erreur découverte au montage, on dit pas Lee, mais on dit Leah apparemment, voilà. Donc j'ai mal prononcé son prénom pendant tout le reste de cette vidéo, et surtout pendant les 4 bouquins de Twilight, parce que moi dans ma tête c'était Lee, mais pas du tout. En même temps, ça paraît logique vu qu'il y a un A. Petite erreur de mon côté. Go away, Leah. I can take care of myself. That you think so proves you need a babysitter. Okay, will the both of you shut up? Revenons sur Jacob. Donc là, il a un clan, ils sont 3, et il reprend un petit peu du poil de la bête, et il se dit, bon, c'est complètement con d'avoir complètement coupé les ponts avec ma pote Bella. Allez, je vais peut-être faire un effort, et je vais leur rendre visite après leur lune de miel pour savoir comment ça va, parce que voilà, c'est dur de couper totalement les ponts de ta meilleure pote, et en même temps, de la meuf que t'aimes. Donc, il arrive chez les vampires, et là, il apprend quoi? Que Bella, non seulement elle a passé une giga bonne lune de miel visiblement, mais surtout qu'elle est enceinte. Sauf que là on rattrape un peu les événements parce que là ça fait plusieurs semaines qui sont écoulées entre Bella a fui Edward et Jacob voit l'état de Bella, et en fait Bella s'est absolument dégradée, elle a plus aucun bout de graisse sur son corps, elle ressemble à un squelette vivant, elle a des hématomes partout parce qu'en fait son ventre est énorme et il y a le bébé à l'intérieur qui lui donne des coups de l'intérieur et ça lui crée des énormes bleus, des énormes hématomes. Vraiment, elle fait peur à voir et Jacob, il est terrifié. I can see what that thing's doing to you. It's a killer, Bella. Et il se dit, mais il faut faire sortir cette chose du ventre de Bella. Qu'est-ce que c'est que ce problème? Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Elle va mourir. I always knew you'd destroy her. Et en fait, cette espèce de détresse qu'il a en voyant Bella et en essayant d'aller parler à Edward va les rapprocher tous les deux. Parce que tous les deux, ils sont d'accord, en fait. Ils sont d'accord que oui, Bella ne devrait pas être dans cet état et oui, Bella ne devrait pas aller au terme de sa grossesse vu les risques qu'elle encourt. Parce que là, la pauvre, elle va mourir en couche. C'est obligatoire. Look, Jacob, I need you to do something for me. For her. You have a connection with her that I'll never understand. Maybe you could talk to her, change her mind. You could keep her alive. Donc il cherche une idée pour essayer de redonner de la force à Bella. Et là c'est Jacob qui a une idée et qui se dit attends, mais elle est enceinte d'un bébé vampire. Donc peut-être qu'en fait, à la place de lui donner de la nourriture pour humain, peut-être qu'il faudrait lui donner de la nourriture pour vampire, à savoir du sang. Et là on file à Bella des petits Capri Sun de sang d'humain. Et miam 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 miam, ça lui redonne de l'énergie. Mais on va pas se mentir, vu l'état et la gueule qu'elle a à ce moment-là, elle va pas tenir très très longtemps. Surtout que toc toc toc, en fait le bébé qui a repris des forces, il peut encore plus grandir. Et bah c'est le moment de le sortir de son corps en fait, parce que là c'est le moment de l'accouchement. Alors personne n'a jamais étudié l'impact de Twilight sur la baisse de la natalité en Occident, mais je pense que ce seraient des études intéressantes, parce que ce qui va suivre dans les livres ou dans les films sont des scènes vraiment traumatisantes. Vraiment, parce que ce qui arrive est dégueulasse et monstrueux. Donc là je vous préviens, inspirez, expirez, Bella est sur le point d'accoucher et là, clac, il y a sa colonne vertébrale qui casse. Ah, je vous avais prévenu que c'était dégueu. Jacob et Edward se mettent au chevet de Bella, ils savent que va y avoir des dingueries qui vont se passer, ils sont prêts, les deux, à sauver Bella comme ils le peuvent, ils sont pas bien. Et là, t'as Bella qui pousse des hurlements horribles, qui se tord de douleur, c'est terrible, et puis finalement, le bébé sort.
Et là, on a un petit moment de flottement, on se dit Bella va-t-elle survivre ? Et puis en fait non, le cœur de Bella s'arrête, elle a plus de force, c'est rideau, plus de lumière, Bella meurt sur la table d'accouchement. La tâche Jacob pour lui c'en est trop, il sort de la salle et il court après le gamin parce qu'il a envie de lui déchiqueter sa gueule au bébé. Mais ça on va y revenir plus tard parce qu'on va revenir sur Edward qui est en face de sa femme qui vient de mourir. Et là il se dit ok c'est maintenant parce qu'elle est morte et il va falloir que je la sauve. Et du coup comment il la sauve? Il prend une grosse seringue, il lui met dans la jambe et il injecte ce qu'il y a dans le produit de cette seringue et c'est son venin à lui, son venin de vampire, parce que là son objectif c'est de sauver sa femme et le seul moyen possible pour la faire revenir d'entre les morts c'est qu'elle devienne un vampire. Et là, à partir du moment où le venin est injecté dans le corps de Bella, hop, on swipe, on ne suit plus les histoires de Jacob, on suit les histoires de Bella. Et donc, on a toute la description de ce qu'elle ressent, parce qu'en fait, quand le venin traverse son corps, c'est comme si ça la brûlait de partout, c'est comme si elle était en train de se calciner. Ça la détruit, genre vraiment la façon dont c'est décrit dans le livre, genre vraiment, on sent qu'elle souffre, un truc de malade. En plus de ça, elle reste comme ça, allongée sur cette table pendant des semaines, et des semaines, elle a l'impression que le temps ne passe pas. Chaque minute est une douleur, chaque seconde est une atrocité à vivre. Au fur et à mesure que le temps passe, elle sent que cette douleur se calme, elle sent que ça va mieux. Et au bout de quelques semaines, elle peut enfin ouvrir les yeux et ça y est, c'est une vampire. Edward, quand il l'entend, évidemment, il accourt près d'elle parce que ça fait des semaines et des semaines qu'il attend que sa femme se réveille. Et là, c'est un sentiment de soulagement. Ils sont trop contents de se retrouver. C'est Edward et Bella. Ils peuvent enfin vivre éternellement ensemble. Et là, Bella, quand même, au milieu de toutes ces embrassades de Edward, elle se rappelle « Ah, mais j'ai un enfant il faudrait peut-être que j'aille le voir. » Sauf que son mari lui dit « Non, écoute, chérie, vraiment, c'est pas le moment d'aller voir ton gamin parce que tu es assoiffée de sang. » Et il faut savoir que les nouveau-nés vampires ont extrêmement soif. Donc Bella, avec Edward, ils partent chasser, non pas de l'humain, mais des animaux. Et dans les films, il y a une petite allégorie, voilà. À la base, Bella, c'était considérée comme la biche dans l'ouverture du premier film de Twilight. La biche qui se fait manger par le loup. Mais là, maintenant, Bella, c'est le loup. Donc, elle mange pas un loup, mais elle mange un puma qui allait manger la biche. Bref, c'est trop beau. Oh là là, elle a trop de pouvoir et tout. Mais en vrai, je me moque, mais j'étais quand même trop contente dans les bouquins et dans les films de voir que Bella était méga puissante, sa mère, ça fait trop plaisir. Elle qui a passé 3 bouquins, 3 films à chercher absolument à avoir des pouvoirs et à être puissante. Et là, de la voir pouvoir rivaliser avec Edward, pouvoir rivaliser avec toute sa famille de vampires là, oh là 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 là, le plaisir ultime. Il y a même un concours, un espèce de bras de fer qui est opéré entre le plus puissant des vampires de la famille des Collins et Bella. Et Bella gagne. Je vous jure que moi, en tant que meuf, j'étais trop contente de voir cette scène. J'étais en mode, oh mais quel plaisir de voir qu'elle détruit l'ego de ces vampires-là, là, ça fait trop du bien. Même qu'elle arrive à courir à la même vitesse que Edward, alors que c'est censé être le plus rapide de la troupe et tout, ça fait trop plaisir. Alors je sais, il y a des aficionados de Twilight qui vont me dire, oui, mais cette force de Bella, elle est temporaire, parce qu'en fait, Bella, c'est un nouveau-né vampire, et les nouveau-nés vampires, ils sont plus puissants que les vampires sur le long terme. C'est vrai que Bella, là, elle a tous ses pouvoirs de nouveau-né vampire, mais je suis quand même trop contente, voilà. Désolée, c'est viscéral, je sais pas, il y a un truc, c'est cathartique de voir ça, voilà. Moi j'étais trop contente de voir Bella enfin heureuse parce que là, elle a tout ce qu'elle veut. Je veux dire, elle voulait être un vampire immortel, mariée avec Edward, donc ils sont ensemble pour l'éternité, et surtout, elle voulait garder son gamin, donc là, enfin, après avoir rassasié sa soif, elle peut aller voir son bébé, mais surtout, elle est prête pour autre chose, aller buter Jacob, parce qu'elle apprend quoi? Qu'il a posé son empreinte sur son bébé. Take Renesmee out of her room. Oh. Edward, don't touch me right now. I don't want to hurt you. Oh. You imprinted on my daughter? It wasn't my choice. She's a baby! It's not like that. She's amazing, right? I've held her once. One time, Jacob! And already you think that you have some moronic wolfy claim on her? She's mine!
Ici, Jacob a posé son empreinte sur un bébé, juste un nouveau-né, genre littéralement le jour de sa naissance. En fait, Jacob était sur le point de tuer Renesmee, et en fait, il a croisé le regard de cette gamine et l'empreinte s'est posée. Ce qui veut dire que Renesmee et lui ont désormais un lien qui est irréversible. Sauf que, rappelons-le, ce lien n'est pas forcément romantique, et là, ce n'est pas le cas. Pourquoi on peut en être sûr? Eh bien parce que n'oublions pas qu'Edward lit dans les pensées de Jacob. Et c'est l'argument qui va permettre à Bella de se calmer. Parce qu'effectivement, au départ, comme beaucoup de gens, elle pense que c'est un lien romantique qui va s'établir entre sa fille et Jacob. Elle lui dit même qu'il se trompe si jamais il pense devenir son gendre pour intégrer sa famille. Et c'est là que Jacob va se permettre de répondre à Bella et lui dire « Tu sais très bien que je pense pas à elle de cette manière. Tu penses vraiment qu'Edward m'aurait laissé vivre si longtemps si c'était le cas? Tout ce que je veux pour elle, c'est qu'elle soit en sécurité et heureuse. Est-ce que c'est si mal de penser ça? Si différent de ce que tu veux toi? » Donc, ça rassure Bella. Elle se dit « Ok, en fait, Jacob, il a que des pensées saines pour mon gamin. Enfin, il a que des pensées pour la protéger parce que, en fait, c'est ça que Jacob a fait en posant son empreinte sur Renesmee, c'est qu'il a désormais un lien irréversible avec cet enfant et il va être son protecteur. Et moi, je trouve que c'est une marque d'amour absolument incroyable que de dire à la femme qu'il aime éperdument « Je vais prendre soin de ton enfant pour le reste de ma vie ». Je tenais à préciser, c'était mon petit blabla sur l'empreinte de Renesmee parce que je ne suis pas d'accord avec toutes les critiques. Je le tiens à le dire. Moi, j'aime Jacob, ok? Respectez sa pitié. Et en parlant de respect, il y a des gens qui vont pas respecter le choix de Bella d'avoir eu un enfant. Et c'est les Volturi, parce qu'ils vont avoir vent du fait qu'il y a un enfant vampire dans la famille des Collins. I have to report a crime. The Collins. They've done something terrible. Or, dans les lois des vampires, il y en a une qui est très importante à respecter, qui est qu'on ne transforme pas les enfants en vampires. C'est interdit de mordre un enfant dans l'idée de le transformer. Donc, quand ils apprennent qu'il y a un enfant vampire chez les Collins, ils pètent un câble. Et ils sont en mode, ok, il faut qu'on aille défoncer ce gamin et il faut qu'on tue tous les Collins. Sauf qu'on rappelle que les Volturi, c'est genre des méga vampires. Genre, ils sont méga puissants. Donc, si ils arrivent à plein pour tuer Edward, Bella et compagnie, ils vont réussir. Sauf que heureusement, Alice, elle voit dans le futur et elle voit que les Volturi, ils sont prêts à les décapiter. They're coming for us. Aro, Caius, Marcus, the guard. Et en fait, toute la famille se réunit et ils se rendent compte que, certes, ils ont pas transformé un enfant en vampire, mais ils ont bien un enfant vampire. Sauf que c'est un mi-vampire, mi-humain. Or, c'est un truc qui a quasiment jamais existé. Donc les Volturi, ils savent même pas que c'est possible, en fait, de tomber enceinte d'un vampire. Et puis même, qui croirait une histoire pareille, en mode, oui, des spermatozoïdes congelés depuis 100 ans ont réussi à féconder Bella, genre, n'importe quoi. Donc les Volturi, eux, ils sont persuadés que c'est juste un vampire et pas un humain vampire, donc ils sont prêts à le buter. Donc les Collins, Bella, Edward, Jacob, ils mettent tout un plan à exécution pour expliquer aux Volturi que Renesmee est bien un humain vampire et pas juste un vampire. Et donc, comment est-ce qu'ils vont faire pour ralentir les Volturi et qu'ils les butent pas tout de suite? Eh bien, c'est là qu'on va découvrir le pouvoir de Bella. Et en fait, Bella, depuis tout ce temps, elle a un pouvoir qui est un pouvoir de bouclier. Et ce pouvoir, elle l'a depuis le début de l'histoire. Et c'est pour ça qu'elle peut résister au pouvoir des autres vampires. Par exemple, Edward ne peut pas lire dans ses pensées. You read minds. I can read every mind in this room, apart from yours. Et les Volturi ne sont pas capables d'utiliser leur pouvoir contre elle. Aro, il est censé pouvoir lire les souvenirs des gens quand il les touche, c'est pas le cas pour Bella. I see nothing. Et pour l'autre meuf blonde, elle peut normalement exercer une pression mentale qui détruit les gens et les fait pleurer, chialer, les fait souffrir. Sauf que visiblement c'est pas le cas sur Bella. Et tout ça s'explique donc à la fin du tome 4 quand on découvre son pouvoir de bouclier qui est quand même méga puissant. Et en devenant une vampire, elle est capable de faire bouger son bouclier. Donc c'est une espèce de protection qui peut avancer. Et du coup elle peut décider de faire en sorte qu'il y ait des gens qui rentrent dans son bouclier ou pas. Et donc par exemple elle peut protéger Edward, elle peut protéger son enfant, elle peut protéger d'autres gens. Et elle va protéger donc toute sa troupe de vampires quand les Volturi arrivent pour réussir à avoir le temps de lancer un dialogue. Et ça va marcher, les Volturi vont écouter Edward, vont écouter Bella, vont écouter Renesmee et ils vont en conclure que effectivement Renesmee est bien un enfant vampire humain et donc que Edward ou Bella n'ont absolument pas mordu un bébé humain, ils ont respecté les règles et tout va bien. There is no danger here. We will not fight today. Et c'est ainsi que vampires, humains vampires et loups-garous vont pouvoir vivre ensemble pour l'éternité.
tout est bien qui finit bien, Bella et Edward vont pouvoir baiser ensemble jusqu'au bout de la nuit, sans jamais s'épuiser parce que maintenant c'est des vampires, donc ils peuvent y passer littéralement des mois. Donc voilà, toute la petite famille a un avenir radieux devant eux, et je trouve que la scène de fin dans les livres et dans les films est plutôt mignonne. Voilà, soyons tout à fait honnêtes, parce que finalement ça fait 4 bouquins qu'on lit, et qu'on voit que Bella est absolument folle amoureuse de Edward. Et là c'est enfin le moment où ils peuvent prendre un temps pour eux, où ils peuvent être calmes, où ça y est, Bella est une vampire, ça y est, il n'y a plus d'ennemis à leur trousse, et surtout, ça y est, Bella a découvert quel pouvoir elle a, et donc c'est un pouvoir de bouclier, et elle peut enfin faire lire ses pensées à Edward. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils sont évidemment dans leur champ de fleurs préféré, et Bella va pousser son bouclier pour que elle et lui soient en dessous. Et du coup, comme il est en dessous du bouclier de Bella, eh bien il a accès à toutes ses pensées, et là elle va penser à tout ce qui s'est passé entre eux, tous les moments où elle l'a trouvé incroyable et trop bien, et tous les moments où elle est tombée encore plus folle de lui, pour lui montrer à quel point leur lien est profond et beau. Et moi j'ai trouvé cette scène vraiment trop cool. Et surtout, je tenais à préciser un truc, c'est qu'en fait, on réalise aussi que Bella a toujours été extrêmement puissante, même en tant qu'humaine. Parce que depuis le début, on nous l'a décrit comme une humaine fragile, elle a montré par son caractère que c'était pas le cas, mais là, elle le montre par son pouvoir que c'était pas le cas non plus. Parce que Bella, sous forme humaine, avait déjà son pouvoir de protection. Puisque Edward ne pouvait pas lire dans ses pensées, puisque les pouvoirs des Volturi n'avaient aucun effet sur elle, ce qui veut dire que le bouclier de Bella était déjà en place. Bella est déjà magique, elle aussi, depuis le début de l'histoire. Donc oui, quand elle disait qu'elle voulait devenir une vampire, quand elle disait qu'elle avait pas l'impression de fitter avec les humains normaux et qu'elle avait qu'elle avait l'impression d'avoir vraiment trouvé sa place aux côtés des vampires et des loups-garous, et ben en fait elle avait pas tort. Et je trouve que cette scène de fin conclut bien le fait que pendant tous ces livres, elle s'est battue pour qu'on l'écoute parce qu'elle avait ce ressenti-là, et elle avait raison, putain. Et au-delà du fait que je trouve cette scène mignonne de Bella et Edward qui peuvent enfin se comprendre en tant que vampires, et ben je trouve cette scène très forte pour ce que ça dit de notre personnage principal. Forever. Forever. Maintenant que j'ai fini de vous résumer tout Twilight, il est temps de vous donner mon avis, parce que oui, c'est ma vidéo, donc let's go pour parler de moi. Et je dois vous avouer que j'ai adoré Twilight. J'ai passé un super moment en compagnie de cette œuvre. J'ai adoré lire le tome 1 et découvrir comment Bella et Edward se rencontrent. J'ai adoré lire le tome 2 et découvrir le personnage de Jacob. Et le tome 3, pour moi, c'était vraiment le meilleur, avec la bataille Jacob-Edward, qui est-ce qu'elle va choisir, la tension entre les deux, vraiment ce tome 3, une merveille. Et le tome 4 était peut-être un qui m'a le moins plu, même si le lore des vampires a beaucoup été exploré. J'ai quand même été très surprise par certains passages, je suis rentrée dans l'histoire très facilement, et j'ai été vraiment prise dans l'univers, et finalement c'est ça qui compte. Parce que moi, j'avoue que j'ai pas lu Twilight en me disant Twilight c'est vraiment incroyablement bien écrit, ça va être une œuvre qui va changer ma vie. Non, j'ai pris Twilight pour ce que c'est-à-dire une romance un peu bêta et en même temps très détaillée d'une meuf qui tombe amoureuse d'un vampire, et dans lequel évidemment va y avoir des tonnes de rebondissements. Moi j'ai pris ça comme ça, comme évidemment aussi un pilier de la culture. On va pas se mentir que Twilight ça a touché des centaines de millions de personnes, et du coup je voulais découvrir un petit peu tout ça, même si c'était 20 ans après, parce que dans ma génération, tellement de monde a grandi avec Twilight, et même les générations d'au-dessus. Twilight ça a marqué tellement de gens, ça a marqué Internet évidemment, mais ça a aussi marqué énormément d'auteurs et d'autrices, parce que l'univers de Twilight a généré des centaines de milliers de fanfictions, ça a donné du terreau pour écrire pour énormément de gens. Twilight, c'est une des licences qui probablement a vraiment cristallisé ce que c'est que faire des fanfictions sur internet et les écrire, et du coup ouais, moi vraiment Twilight, je suis ravie d'avoir découvert cet univers. Aussi, il faut que je vous précise quand même que moi j'ai lu les livres Twilight en anglais, et j'ai trouvé que la traduction française était un petit peu chelou. Enfin vraiment, il y a des mots qui ont été choisis, je me disais mais pourquoi ils ont mis ça au niveau de la traduction. Je trouvais aussi que c'était très pompeux, il y avait des tournures de phrases qui étaient lourdes en français, alors que
bah en anglais ça passe vachement plus facilement. Donc je sais pas, là c'est vraiment un ressenti personnel au niveau de la traduction, mais je serais très curieuse de savoir, vous qui avez lu et grandi avec Twilight ou peut-être qui avez découvert l'univers récemment, qu'est-ce que vous avez pensé de la version française? Parce que c'est vrai aussi que moi ça fait longtemps que je lis plus en français, donc il est possible que je sois juste plus du tout habituée à lire des livres dans ma langue maternelle, ce qui est étrange à dire mais c'est vrai, donc peut-être que c'est moi. Et après dans les trucs de Twilight aussi que j'ai pas vraiment beaucoup aimé, il y a la version des films. Et oui, j'ai beaucoup utilisé dans ma vidéo évidemment des extraits du film pour illustrer tout ça, et il faut savoir que j'ai regardé tous les films quasiment en une semaine, et en fait ouais, j'ai pas vraiment accroché. Alors évidemment toutes les critiques YouTube le disent, le jeu d'acteur est pas foufou, c'est vrai, mais je trouve que c'est surtout vrai pendant le film 1, après dans les autres films ça s'améliore, mais en fait j'ai pas aimé les films parce que je pense aussi que j'étais plus dans l'ambiance. Vous voyez, il y a des œuvres fictionnelles, je pense qu'il faut les découvrir au moment où ça sort, parce qu'il y a une espèce d'effervescence autour, les gens parlent, vous pouvez avoir des discussions avec vos potes, avec vos collègues et tout, et Twilight c'était vraiment ça, c'était quelque chose dont tout le monde parlait quand moi j'étais au collège ou au lycée. Moi j'en faisais pas partie parce que j'avais pas lu les œuvres et j'étais déjà prise dans les dramas coréens, les dramas japonais, les mangas et tout, j'avais déjà bien trop d'univers fictionnel dans lequel j'étais pour m'investir dans un autre, et du coup bah c'est vrai que Twilight, là, 20 ans plus tard, à manger des chips seule face à mon ordinateur où je vois les films de Twilight, bon, c'était pas non plus l'expérience du siècle. C'était pas très chouette, j'aurais préféré le faire avec des potes, donc je pense que si jamais je me programme je sais pas, une semaine ou une soirée Twilight, ce sera beaucoup mieux, et je pense que j'apprécierai plus les films à leur juste valeur, parce que oui, encore une fois, que ce soit pour les films ou pour les livres, ça n'a jamais été conçu pour être des chefs-d'œuvre. On n'est pas là en lisant Twilight à se dire qu'on va s'élever spirituellement et mentalement en lisant un bouquin. Non, la seule chose à laquelle tu vas penser en sortant de là, c'est savoir est-ce que j'aurais ken le loup-garou ou le vampire? Et je suis ressortie en me disant, c'était très cool, au moins maintenant j'ai ma réponse à ma question. Parce que oui, quand même, j'ai commencé cette vidéo en posant la question suivante de savoir est-ce qu'on est Team Jacob ou Team Edward. Et en fait, la vérité, c'est que je voulais savoir, moi qui suis-je? Est-ce que je suis Team Jacob, Team Edward? Dans quelle case je me mets? Qu'est-ce qui se passe? Et alors la réponse facile serait de dire, ah mais moi je choisis aucun des deux, ils sont tous les deux ultra problématiques. C'est vrai, je veux dire, on a Edward, le contrôle fric en puissance, qui veut tout contrôler, savoir ce qui se passe dans la tête des gens et tout. De l'autre côté, on a Jacob qui fait du chantage au suicide et qui a agressé sexuellement Bella. Et en plus de ça, au milieu de tout ça, il y a quand même Bella qui aussi tente d'agresser sexuellement Edward pour le forcer à coucher avec elle. Enfin vraiment, waouh, il y a pas grand monde à sauver dans Twilight. Et pourtant, bah moi je vais peut-être vous surprendre, mais après tous ces bouquins, et ben moi je reste Team Jacob. Alors attention, quand je dis que je suis Team Jacob, je veux pas dire qu'il aurait dû finir avec Bella, loin de là, mais c'est juste que je trouve que c'est le personnage le plus intéressant pour moi dans cette histoire. Parce que c'est quand même un gamin qui va tomber amoureux de Bella, il va apprendre que Bella, bah elle s'est fait briser le cœur par quelqu'un, donc il va être là pour lui remonter le moral, et pendant que il remonte le moral à Bella, et ben lui, il va découvrir que en fait c'est un loup-garou et qu'il a des pouvoirs, et du coup bah il sait pas du tout comment gérer tout ça, parce que Jacob au moment où ça lui arrive, où il devient un loup-garou, il me semble qu'il a entre 15 et 16 ans, donc évidemment trop bizarre, tout son corps change, en plus de ça, bah évidemment on peut rapprocher quand même le changement en loup-garou avec aussi la puberté, enfin parce que d'un coup il y a son corps qui change, d'un coup il est certes jeune encore, il a 16 ans, mais il fait mature, genre il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il a 22, 25 ans, enfin genre vraiment dans les bouquins on le décrit comme une montagne de muscles qui a grandi en un été, et genre Bella le reconnaît absolument pas, waouh c'est fou comment t'as pu grandir autant Jacob, et du coup c'est vrai qu'on oublie que Jacob est jeune dans l'histoire de Twilight, mais effectivement il est plus jeune que évidemment Edward, mais il est aussi plus jeune que Bella. Hello, biceps. Dans ce tome 1, évidemment on le connaissait pas trop, dans le tome 2, on le voit évoluer, on le voit découvrir ses pouvoirs, et dans le tome 3, eh ben, il essaye de se battre pour la meuf qu'il aime, et puis en fait, bon, bah, il se rend compte que elle sera toujours avec Edward, et de toute façon il se marie et tout machin. Et dans le tome 4, je trouve qu'il fait une preuve d'amour absolument incroyable, c'est que au lieu de continuer à s'acharner à vouloir sortir avec Bella, eh ben, il va poser son empreinte sur leur enfant. Il va poser l'empreinte sur l'enfant de la meuf qu'il aime, avec
avec le gars qu'ils détestent, qui est en plus un vampire, genre leur ennemi juré au loup-garou. Et pour moi, c'est une preuve d'amour ultime. Parce que je vous l'ai expliqué 1000 fois dans cette vidéo, j'ai fait beaucoup de passages dessus, mais dans les bouquins, il n'est jamais précisé que poser son empreinte sur quelqu'un, ça veut dire que ça serait une relation romantique. Le geste de mettre son empreinte sur cet enfant, sur Renesmee, pour moi, c'est vraiment la déclaration ultime de l'amour de Jacob pour Bella, de lui dire, bah écoute, je serai le protecteur à vie de ta fille. Certes, tu veux pas être avec moi, mais je ne peux pas ne pas faire partie de ta famille, je peux pas ne pas faire partie de ton cercle. Et donc si la seule chance pour laquelle je peux être à tes côtés encore, c'est d'être le protecteur de ta fille, eh ben je le serai. Et franchement, je trouve ça trop beau et tellement mature pour un gamin qui a 17-18 ans. Enfin, c'est fou. Ça veut dire qu'il lit sa vie ad vitam aeternam avec Edward et Bella et avec Renesmee. Et moi, je trouve ça incroyable. Alors oui, évidemment, je sais qu'il y a plein de gens qui ont dit que c'était Pédoland parce que le fait qu'il dépose son empreinte sur Renesmee, c'était forcément un truc romantique, dégueulasse et tout. Je suis pas du tout d'accord avec cette théorie. Encore une fois, Jacob, si jamais il pense des trucs dégueux, il y a Edward qui va lire dans ses pensées, qui va le tuer. Ou sinon, il y a sa meute à Jacob qui va comprendre ses pensées et qui vont aussi le tuer probablement. Enfin, pour moi, il y a aucune possibilité que quelque chose de pédophile arrive. Enfin, c'est pas possible. Je veux dire, dans la vraie vie de notre vrai monde, oui, genre c'est possible, mais dans la vie de Twilight, vu que tout le monde a accès aux pensées des gens et en plus de ça à leurs souvenirs, non, pour moi il y a aucun monde dans lequel ils pourraient cacher ça à quelqu'un. Mais ça, j'avoue que c'était ma pensée avant de regarder les films et c'est pour ça que j'aime beaucoup moins les films comparés aux livres, c'est qu'ils ont rajouté des choses qui n'existaient pas et qui changent complètement la perception. C'est-à-dire que dans le film 4 partie 2, au moment où Jacob il pose son empreinte sur Renesmee et tout, il y a Bella qui pète un câble, bon ça c'est la même scène que dans les bouquins, mais il y a une scène qui a été rajoutée. C'est une scène à la fin du film, quasiment à la fin de la saga Twilight. Il y a Alice qui a une vision et qui voit le futur, et du coup on voit la vision d'Alice, et dans la vision, tout au début, on voit Jacob de dos, collé serré avec une femme, et on capte sur la frame d'après qu'ils étaient en plus en train de se tenir la main. Ils sont tous les deux sur la plage et c'est là que Edward et Bella viennent les rejoindre et les enlacent. Et du coup, ça nous laisse penser que cette personne qui se tient aux côtés de Jacob, c'est Renesmee, on va dire ado ou adulte, en tout cas une Renesmee qui a grandi. Et ça nous laisse en plus penser que comme ils se tiennent la main de la même manière que Bella et Edward se tiennent la main, bah ça laisse penser aux spectateurs que oh là là, Renesmee et Jacob vont vraiment finir ensemble. Mais en plus de ça, c'est vrai, dans les films, il y a aussi une réplique où Jacob appelle Edward Dad pour lui faire comprendre que peut-être un jour, bah, il sera son beau-fils parce qu'il va se marier avec Renesmee. Should I start calling you Dad? Genre vraiment, j'ai trouvé ça, cette blague odieuse. Et ces deux éléments, ça peut laisser penser dans le film qu'il y a une destinée romantique qui est inévitable entre Renesmee et Jacob. Sauf que jamais le problème de la différence d'âge et de la complexité de la situation n'est abordé. Et ça donne l'idée que la relation entre Jacob et Renesmee est extrêmement problématique. Parce que oui, ça peut être interprété comme une forme d'inceste. Jacob, c'est l'ami le plus proche de Bella et qui va voir Renesmee grandir à ses côtés. Ce qui veut dire que il va la voir de bébé jusqu'à adulte et ils ont une différence d'âge énorme. En plus de ça, il l'aidera à grandir et à venir au monde et à devenir l'adulte qu'elle sera. Et ils finiront ensemble, genre, non, c'est dégueu, non, ça, c'est vraiment, je trouve ça horrible. En plus, le fait qu'il appelle Edward Dad dès très très peu de temps après qu'il a été imprégné Renesmee, je trouve ça horrible parce que ça montre que Jacob y pense déjà alors que Renesmee est un bébé. Je trouve ça atroce. Enfin, vraiment, j'ai trouvé que ça, dans le film, c'était vraiment de la merde. Voilà, je vous le dis, je trouve que c'est de la merde parce que ça nique le personnage de Jacob et ça donne des... Enfin, je sais pas, je trouve que c'est trop triste. Je trouve que c'est trop triste d'avoir mis ça. Je sais pas comment l'autrice a pris ce changement-là, mais moi, j'aurais pas kiffé qu'on fasse ça à mon œuvre. Vraiment, j'aurais pas kiffé, à moins qu'elle était d'accord avec cette théorie. Enfin, je sais pas. C'était quelque chose, Twilight. Il y a trop de choses à dire, c'est trop intéressant. Et puis, en plus de ça, je vous parle de Jacob, je vous dis que c'est mon perso préféré et tout, mais en vrai, il y a d'autres persos dans Twilight dont j'ai pas parlé, mais qui sont quand même hyper intéressants. Genre, je veux dire, il y a le personnage de Rosalie. Alors, je trouve dans les films, elle est un peu inexistante aussi. J'ai pas trop aimé son perso. Par contre, dans les livres, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais la personne que j'ai le plus kiffé, qui est absolument... Elle est inconnue au bataillon dans les films, mais alors dans les livres, putain, mais c'est le personnage de Lee. Mais Lee,
Est-ce qu'on peut en parler 2 minutes? Go away, Leah. Pour les personnes qui ont vu uniquement les films, je pense que vous n'avez aucune idée de qui est Lee, parce qu'elle apparaît très très peu, mais il faut savoir que c'est la seule louve-garou. Ça veut dire que oui, elle fait partie du clan des loups-garous, et c'est une femme, et c'est la première de toute son espèce, enfin genre vraiment, de tous les Kileutes, c'est la première femme à être une louve-garou. C'est trop stylé. Vraiment, rien que pour ça, j'aimerais avoir des tomes entiers sur Lee. Mais en plus, son histoire est méga compliquée et il y a trop de choses à raconter. Genre vraiment, on aurait pu aussi faire un autre Twilight sur l'histoire de Lee parce que je vous jure que ça doit être rempli de rebondissements, un truc de fou. Et je vais vous résumer un petit peu son histoire. Pendant sa première année au lycée, Lee, elle va sortir avec Sam. Et cette relation, elle va durer 3 ans. Et c'est une relation dans laquelle ils sont bien amoureux, les deux s'entendent très bien. Sauf que un jour, mystérieusement, Sam va disparaître. Il va pas donner de nouvelles, donc évidemment Lee s'inquiète. Et quand il revient, eh ben, elle va apprendre un truc de zinzin, c'est que Lee a une cousine et que cette cousine vient d'être imprégnée par Sam. Ce qui veut dire que désormais, la cousine de Lee et Sam sont liées à vie. Et il y a Lee qui est à côté qui est en mode « Mais bro, on sortait ensemble depuis 3 ans. » Et là, t'as Sam qui lui fait « Ouais, je sais, mais du coup, on va rompre maintenant parce que toute ma vie désormais tourne autour de cette personne. » Donc là, t'as Lee qui vient littéralement de perdre son mec avec sa cousine. Donc là, elle se dit « C'est super génial, j'adore la vie. » Trop bien. Mais en plus de ça, Lee, je vous le rappelle, elle va devenir la seule louve-garou de l'histoire. Ce qui veut dire que déjà, elle va se prendre des remarques sexistes en permanence. Et vous savez, les loups-garous, ils passent leur temps à être en t-shirt tout le temps dehors. C'est parce qu'en fait, leur corps est plus chaud qu'un humain normal. Donc c'est pour ça qu'ils se mettent torse nu pour pouvoir, pouvoir un peu mieux respirer et se réguler. Sauf que Lee, c'est une femme. Donc elle n'a pas l'opportunité de se mettre torse nu. Et non, donc encore un point faible pour Lee. Elle est en train de crever dans ses t-shirts et ses débardeurs. Et puis en plus de ça, quand elle se retransforme, elle a pas forcément envie de se retransformer en humaine devant une meute d'adolescents. Surtout que, vous savez, ils ont accès aux pensées et aux souvenirs de tout le monde. Or, qui est le chef de meute au début de l'histoire ? C'est Sam. Et Lee, elle fait partie de la meute de qui? De Sam. Ce qui veut dire qu'elle a accès à tout ce qui se passe entre sa cousine et Sam. Et puis en plus, Sam, il a aussi accès aux souvenirs de Lee et où il la voit pleurer dans son lit parce qu'elle est triste, qu'il l'ait quittée. Horrible. Et puis en plus de ça, dans le livre, c'est vraiment elle qui se fait clasher en mode elle est trop chiante, à tout le temps râler, elle est trop chiante, oh là là, mais elle est que en dépression, trop nulle, vraiment, elle est trop relou et tout, elle a qu'à laisser Sam. Will the both of you shut up? Sam send you? Sam doesn't even know I left. Pour en revenir à l'histoire principale de Twilight, quand Jacob se barre, parce que Jacob, dans l'histoire, au bout d'un moment, il en a marre d'être sous le fief de Sam, au moment où il est en dépression, parce que Bella va se marier avec Edward, donc il s'enfuit de la meute, il vit tout seul, et en fait, à ce moment-là, il entend plus les pensées des autres, sauf que va y avoir 2 personnes qui vont rejoindre sa meute, et parmi les 2 personnes qui arrivent dès le début, il y a Lee, parce que Lee est trop contente de pouvoir enfin quitter la meute de Sam, enfin, elle va pouvoir arrêter de penser, d'avoir toutes les pensées de son ex avec sa nouvelle meuf qui est sa cousine, genre horrible, vraiment la vie de Lee affreuse. Mais bon voilà, ça c'est tous les points un peu sur le personnage de Lee. Je vous ai fait une petite aparté parce que je trouve que ça méritait, genre ce perso est sous-exploité je trouve et personne n'en parle, mais vraiment genre Lee quoi. Et puis je fais une vidéo de 2 heures consacrée à Twilight, donc j'ai envie aussi qu'on en discute en commentaire, genre c'est qui le personnage le plus sous-coté pour vous de Twilight dont on parle pas. Je pense que beaucoup de gens vont me parler de Charlie, le père de Bella. Moi j'avoue que c'est pas mon préf, mais vraiment, moi c'est Jacob et Lee dans mon cœur, je les adore. Et puis aussi le petit frère de Lee dont j'ai oublié le nom. Genre vraiment ce trio-là de loups-garous, j'aime trop leur dynamique, enfin vraiment trop bien. Seth, are you okay? J'ai fait un peu le tour de mon ressenti, de mes questions, du fait que j'ai beaucoup aimé Twilight et tout, mais c'est vrai qu'il y a un point que j'ai pas encore abordé parce que j'attendais d'avoir vraiment fini de résumer cette œuvre, d'avoir donné mon avis, pour vous parler d'un point qui est très très important à aborder, qui sont évidemment les défauts de l'œuvre. Twilight, c'était très amusant à lire, mais Twilight véhicule des valeurs aussi qui sont compliquées, parce que Twilight, ça a été écrit il y a une quinzaine d'années, donc aujourd'hui, avec du recul, on peut revenir dessus, et on peut revenir sur certains points importants. Oh my god, it's like first grade all over again. You're the shiny new toy.
Déjà, pour la misogynie, je vais aller assez vite, mais il y a pas mal de choses dans l'écriture de Bella qui sont très problématiques. Par exemple, il y a une citation à un moment que je peux vous donner où Bella, elle est avec Jacob dans leur garage et ils sont en train de réparer leur moto. Mais je dis ils sont en train, mais en vérité c'est Jacob qui est en train de réparer les motos parce que Bella n'y comprend rien, elle a pas de chromosome Y, donc c'est pour ça elle comprend pas en fait. Femme, moto, réparation, non ça marche pas. Ensuite, évidemment, au-delà des réparations des vélos, il y a ce délire homme fort, femme faible. Faut pas être aveugle, on a une femme fragile, Bella, et plein d'hommes forts, virils, qui la protègent et tout. Puis dans tous les groupes, que ce soit les loups, les vampires, les volturies, tous ceux qui dominent ces groupes-là, alors certes il y a des femmes, mais tous ceux qui sont les dominants sont tous des mâles. Enfin vraiment, bonjour le patriarcat dans ces histoires. Et puis après, le dernier point, le dernier gros point de la misogynie dans Twilight, c'est l'écriture de la méchante. Je dois vous rappeler quand même que dans Twilight, un des gros plot twists de l'histoire, c'est le personnage de Victoria. C'est la méchante dans 2 livres, quasiment, et elle n'a pas de ligne de dialogue mémorable. On ne connaît rien de Victoria. Genre rien, on connaît pas sa vie, on connaît pas ce qu'elle a fait, genre on connaît rien du tout, à part le fait qu'elle était amoureuse d'un vampire, ce vampire a été tué par Edward, et du coup elle veut tuer Bella. Mais genre Bella et Victoria n'ont pas de discussion entre elles, on peut même pas s'attacher à elle, on peut même pas la détester. Vraiment Victoria on s'en fout, c'est pour ça que dans mon résumé de Twilight, genre Victoria elle arrive comme ça comme un cheveu sur la soupe. You want her! You want me to feel the pain you felt when I killed James, when I tore him to pieces, when I turned him into ash, when I turned him into nothing. Bon, de la misogynie, il y en a partout. Est-ce qu'on est surpris d'en trouver dans une œuvre de fiction pour jeunes filles qui a 15-20 ans? Comme je vous le dis, non. Par contre, il y a un point sur lequel, pour moi, on n'en a pas assez discuté en France, et pourtant, c'est quelque chose qui est assez marquant. Il y a une grosse autre lecture qu'on peut faire de Twilight, parce que, bordel, en fait, il y a beaucoup de racisme dans cette œuvre. Well, I can see what everyone's been talking about. Jake, you really do stink. Il faut savoir que la Puche, l'endroit où vivent les Quileutes, donc Jacob et toute sa famille, existe vraiment. Elle est l'endroit de la réserve du peuple des Quileutes, et les Quileutes sont un peuple d'autochtones américains. Ils ont leur propre gouvernement qu'ils éluent démocratiquement tous les 3 ans, et ils ont leur propre histoire et leur propre mythologie. Et dans cette mythologie, il est dit que leur peuple, le peuple des Quileutes, sont des descendants des loups. Il y a une entité qui est appelée de plein de façons différentes, qui aurait pris un loup et l'aurait transformé en humain. Did you know Quileutes are supposedly descended from wolves? What? Like wolves? Yeah. Like real wolves? L'autrice Stephanie Meyer a donc bel et bien repris la culture Quileute pour écrire Twilight. Évidemment, elle a pris plein de libertés, comme le fait qu'ils se battent contre des vampires, ou qu'ils aient 24 paires de chromosomes au lieu de 23. Mais surtout, une des critiques qui revient assez souvent, c'est que certains trouvent que le côté magique qui a été associé aux Quileutes, donc notamment le fait qu'ils peuvent se transformer en loups, eh bien ça nuit à leur culture, car encore une fois, elle est utilisée pour du divertissement, en romantisant le côté magique, genre waouh, les autochtones d'Amérique, forcément ils sont anciens avec des traditions et des pouvoirs, comme si leur culture devait être changée pour être appréciée. Et aussi, il y a eu une énorme polémique autour du tatouage de Jacob dans les films. Parce qu'après qu'il découvre ses pouvoirs de loup-garou et qu'il rejoigne la meute de Sam, on peut voir sur son bras l'apparition d'un tatouage. Sauf que Jacob est un Quileute. Et ce peuple n'a pas de culture du tatouage, donc ça n'a aucun sens que Jacob en ait un. Il y a même un musée, le Burke Museum, qui a fait tout un site internet pour expliquer et clarifier les choses entre les différences des Quileutes dans Twilight et les véritables Quileutes. Leur site est une mine d'or, c'est trop intéressant, mais je trouve ça aussi très dommage qu'on a dû créer un énorme site internet pour ça, mais surtout pour moi le pire à mes yeux, c'est que pas un seul centime de tout l'amont d'argent qu'a créé Twilight n'a été reversé à ce peuple d'autochtones américains. Rien n'a été reversé aux Quileutes, alors que Stephanie Meyer aurait pu faire un don, les studios qui ont fait les films auraient aussi pu faire un don, les acteurs, actrices aussi. Et en fait, dans ce genre de cas, c'est là qu'on parle d'appropriation culturelle, parce que on va avoir une autrice qui ne descend absolument pas des Quileutes, qui utilise une histoire qui ne lui appartient pas,
et qui fait des millions dessus, qui devient extrêmement riche et qui ne reverse rien aux gens qui sont à l'origine même de cette culture, sachant qu'en plus les kilotes ne sont pas nombreux, ils sont 808 recensés en 2018, donc ça aurait pu directement leur être profitable. Après, évidemment, ils se cachent pas d'avoir plus d'argent que d'autres peuples d'autochtones américains, car Twilight leur a ramené plein de fans. Car oui, les films ont été tournés à Folk et à Lapuche, et c'est devenu un véritable pèlerinage pour les fans de Twilight. Ils tirent un peu d'argent du tourisme, mais évidemment ça n'a rien à voir avec la quantité d'argent qu'ils auraient pu toucher si par exemple on leur avait donné des royalties sur la licence Twilight. Et puis même si en fait on fait une lecture globale de l'œuvre de Twilight, ouais, c'est quand même chaud. On a quand même une famille blanche qui est richissime, qui sont du coup la famille des vampires, qui sont très bien élevés. Ils ont été énormément de fois diplômés, ils ont été dans plein d'écoles hyper renommées. Celui qui est considéré comme le père de famille, lui, eh ben il est médecin et ils sont tous genre hyper bien élevés. Enfin vraiment c'est des blancs parfaits quoi. Même Edward il joue du piano, il est trop intelligent et évidemment il a des bonnes valeurs chrétiennes. Il veut pas coucher avant le mariage, enfin vraiment, comme je vous dis, des blancs parfaits. Et puis de l'autre, on a les Kileutes, qui sont des loups-garous, donc des animaux, qui sont présentés comme des sauvages. Le vocabulaire qui est utilisé pour les décrire, c'est des gens violents, qui n'ont aucune limite. Bella, what is that god-awful wet dog smell? Jacob's kind of a werewolf. Bella, werewolves are not good company to keep. En plus de ça, dans la version anglaise, je sais pas comment ça se passe en français, mais dans la version anglaise, genre, Edward, il appelle Jacob chien, genre il lui dit dog. Il y a même au bout d'un moment une blague où je sais plus qui veut faire manger Jacob dans une gamelle pour chien. Genre vraiment, ils vont lui prendre une gamelle pour chien et lui mettre sa nourriture dedans et lui donner. Enjoy, mongrel. Et puis le truc qui mérite le poil au plus haut point, c'est vraiment le truc de l'empreinte et de la pédophilie, pardon, je perds mes mots, mais le fait qu'on dise que les loups-garous c'est des gros pédophiles parce qu'ils peuvent imprégner des enfants, vraiment là on représente les loups-garous comme si c'était des gros animaux sans aucun self-control qui vont baiser des enfants, enfin vraiment. Quand on a cette lecture-là de Twilight, ça prend un autre sens, et c'est pour ça que moi je défendrais le personnage de Jacob ad vitam aeternam. Il y a une grosse lecture raciste à faire de cette œuvre, alors je dis pas que tout est bon à acheter et tout, bien sûr que non, comme je vous ai dit, je me suis bien amusée à lire Twilight, mais il faut être conscient des problèmes, et ça, c'en est un. Quand j'ai ouvert les yeux sur ce délire entre mettre en compétition un mec, genre déjà qui a une centaine d'années, qui est hyper éduqué, qui est blanc, qui est parfait, machin, face à un mec qui a 17 ans, qui est torse nu, bronzé, qui vit dans un peuple autochtone et qui est considéré comme un chien. Bon, j'étais là genre waouh, ok, j'avais pas lu ça comme ça, et c'est vrai que ouais, ça aussi pareil, c'est des youtubeuses américaines qui ont pointé ça du doigt, et oui, je peux pas le dénier en fait d'avoir lu Twilight. Vraiment, c'est ce qui est écrit noir sur blanc, il y a des passages où waouh. We didn't do what we were accused of. We do not care what you did, Carlisle. We have been waiting a millennium. En conclusion, je dirais que Twilight n'est absolument pas une œuvre parfaite. Je veux dire, évidemment, vu ce que je viens de vous raconter, vu les blagues qu'on a fait dans cette vidéo, enfin, évidemment, Twilight n'est pas parfait, mais je trouve que c'est vrai qu'on restait assez bas au niveau des critiques de Twilight. Enfin, moi, ce que j'avais entendu sur ces œuvres-là, la plupart du temps, quand je discutais avec des gens, c'était que l'héroïne principale était complètement con, qu'elle avait rien dans le cerveau, que les acteurs jouaient mal, que c'était une romance un peu gênante, enfin voilà. J'ai entendu un peu ce genre de critiques, et beaucoup de gens m'ont dit, mais de toute façon, il y a rien à dire sur Twilight, pourquoi tu fais une vidéo dessus et tout. Regardez-moi, on est 1h30 plus tard, j'ai encore des choses à dire, mais il faut quand même qu'au bout d'un moment, cette vidéo se finisse. Mais voilà, moi, je voulais essayer d'apporter un peu plus de fond à Twilight, mettre aussi un peu plus les bases, et surtout traiter cet univers comme, je sais pas, une œuvre qui mérite du respect. Twilight, ça mérite un respect. Je veux dire, c'est une saga qui a été parmi les plus vendues au monde, qui a été le plus lu, le plus regardé. Évidemment, ça a touché des centaines de milliers de lecteurs. Donc, pour moi, c'était une œuvre qu'il fallait analyser dans sa totalité. Oui, c'est important d'analyser ce avec quoi on a grandi, ce avec quoi d'autres gens ont grandi aussi, et c'est pour ça aussi que j'aimerais revenir sur un dernier point de Twilight, c'est que certes, c'est une œuvre pleine de défauts, mais un truc qui personnellement m'a vraiment fait du bien dans Twilight, c'est que c'était facile à lire, et du coup, ça m'a relancé dans la lecture. Je n'ai jamais autant lu qu'en 2024, pardon. J'ai lu, je pense, peut-être 8 livres, ce qui est énorme, parce que avant, je devais tourner à peut-être
un livre tous les 2 ans, un truc comme ça. Et du coup, là, bah, Twilight m'a remis dans la lecture. J'ai trop envie de lire. Moi, je me sens dans une vibe de j'ai envie de lire, j'ai envie de créer, j'ai envie de vous partager les choses que j'aime et je trouve ça trop cool que ma chaîne YouTube prenne ce tournant. Et j'espère que la prochaine fois qu'on se voit sur ma chaîne, ce sera probablement pour parler de Nana, ou peut-être de Ayazawa, ou peut-être des Clamp. En tout cas, tous ces sujets-là sont dans ma liste des choses à faire pour 2025. Donc voilà, je vous fais des bisous et puis à très bientôt. Je vous fais des bisous. À bientôt. Walk loudly.